Bonjour, donc je suis Gabriel Michel, le responsable des labs du Val d'Argent, et je vais vous présenter mon collègue à côté, je vais lui laisser parler. Bonjour, moi c'est Arto Grassler. Je suis en stage ici et j'ai aussi travaillé sur la question des fake news. Voilà. Nous avons aussi travaillé avec Léo G1, qui travaille aussi au niveau des labs. Et nous avons une vidéo à vous présenter aujourd'hui dans le cadre d'une thématique que nous avons développée à la Villa Burus autour des fake news. Il y a plusieurs séances qui sont dédiées à cette thématique-là. Et pour aujourd'hui, on a vraiment envie avec vous de traiter la question des fake news par différents aspects qu'on aimerait d'abord élaborer ensemble, notamment tout le contexte qui fait qu'une fake news va se développer. Et donc on a un petit plan d'abord à vous présenter qui est tout simple. Le premier, on aimerait d'abord vous parler des biais cognitifs. Donc qu'est-ce que c'est un biais cognitif, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique, quel rapport en fait il peut y avoir entre les biais cognitifs et les fake news. Ensuite, on a envie de vous parler d'une notion qui est l'économie de l'attention, qui est extrêmement importante quand on veut parler de fake news. Ensuite, un troisième point, ça sera vraiment la définition de qu'est-ce que l'ère post-vérité. Donc ça, c'est vraiment un terme qui est apparu il y a quelques années. Et donc je pense que c'est intéressant de le définir aussi. Et donc là, je laisserai un peu plus la parole cette fois-ci à Arto, qui traitera spécifiquement de la question des fake news. Donc on aura des exemples à vous montrer. On aura aussi une définition à vous proposer. Il faut bien comprendre, ça c'est très très important, que c'est un travail de recherche que nous avons effectué. On se prétend pas du tout spécialiste sur ces questions-là. On est juste donc des agents qui nous intéressons à la question du numérique. La subjectivité, c'est un domaine, c'est une particularité qui est extrêmement présente quand il s'agit de sujets aussi chauds que celui des fake news. Donc, ce qui est très très important, c'est de toujours vérifier les sources. Voilà, de toute façon, on en reviendra plus en détail sur les techniques, mais en gros, voilà, il y a tout un tas de techniques à développer pour faire en sorte de bien mettre en perspective un discours quand il l'a. Nous, on va essayer au maximum de rester objectif, de pas tomber dans la subjectivité. Maintenant, c'est pas un exercice qui est forcément facile, surtout pour ce sujet-là. Donc, soyez un peu indulgents, s'il vous plaît, avec nous. Et faites bien des vérifications par rapport aux informations qu'on vous donne. De toute façon, cette démarche-là, c'est la bonne démarche dans le cadre du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Voilà. Donc, on va commencer en fait par vous parler des biais cognitifs. Alors aujourd'hui, la séance, on va vous montrer un certain nombre de vidéos sur lesquelles on va réagir. Je pensais que c'était intéressant, voilà, avec Arthur, on s'est dit que c'était intéressant de vous diffuser quelques vidéos, de prendre des exemples qui sont quand même bien réalisés, qui sont bien tournés, qu'on va trouver sur YouTube par exemple, et puis réagir sur ces vidéos. Voilà. Donc je vais commencer par la première vidéo. Euh, voilà. C'est parti. Donc là, c'est une vidéo sur la chaîne YouTube d'Arte et qui s'appelle Les biais cognitifs. Donc c'est une interview d'Albert Moukébert. Je vais aller sélectionner les informations qui vont dans mon sens, aller confirmer mes croyances, devenir pote sur les réseaux sociaux avec les gens qui pensent comme moi pour se dire nous on a raison et les autres sont bêtes. Quoi. Les biais cognitifs sont souvent présentés comme des choses à éviter, comme si c'est quelque chose qui est mauvais, alors que c'est pas tout le temps le cas. Nos biais sont une partie intégrante de notre raisonnement. On ne peut pas vraiment ne pas avoir de biais. C'est ça qui me permet de fonctionner. Et des fois, quand on prend des raccourcis, on se trompe. Mais des fois, quand on prend des raccourcis, on est efficace. Mais du coup, les biais dépendent souvent du contexte dans lequel on l'utilise. Parfois, les biais peuvent être utiles pour la cohésion sociale, pour s'identifier à un groupe, etc. Et des fois, ils peuvent nous induire effectivement en erreur. La psychologie a bien identifié les mécanismes cognitifs individuels par lesquels, à notre insu, nous construisons nos croyances et nous limitons nous-mêmes nos connaissances. On est encore en train de faire des recherches pour voir si identifier nos biais peuvent nous aider. En tout cas, par exemple, en thérapie, ça aide énormément. On espère que ça pourrait aussi avoir des effets, ce qu'on appelle le public général, pour identifier ces biais, pour encore une fois pouvoir avoir ce contrôle de se dire mon interprétation du monde n'est pas l'unique interprétation du monde, voir comment est-ce qu'on va pouvoir avancer dans cette incertitude qui est inhérente au fait qu'on est face à des informations incomplètes souvent. If people are threatened by the science, but they recognize that nearly all the scientists agree on that, then they're put into this situation of conflict or cognitive dissonance.
What am I going to do with my beliefs when all the scientists agree that, you know, my beliefs are under threat? On a tendance à vouloir tendre vers une cohérence interne et éviter les dissonances. Et si on est en dissonance, encore une fois, il faut qu'on retrouve la consonance. Il y a plusieurs manières de faire ça. Des fois, on va en sortir en cherchant les informations qui nous conviennent. Des fois, on va sortir en changeant d'avis, par exemple la flexibilité mentale. Ça dépend de combien est-ce que je suis attaché à mon opinion. Est-ce que je suis plus attaché à mon opinion ou à la raison pour laquelle j'ai une opinion? Si je suis très attaché à mon opinion, je vais avoir plus tendance à ne pas changer d'avis, à rejeter quelque chose qui va à son encontre. Si je suis plus attaché au raisonnement, je vais me dire « Ah, je vais mettre à jour mon raisonnement ». Je fais juste une petite pause ici, c'est très 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 important ce qu'il vient de dire. Je préfère pas me faire une pause parce que parfois lors des vidéos, en fait on a tendance à enchaîner pas mal de choses, alors que là en fait l'idée vraiment de se dire que parfois il faut apprendre à en fait à remettre en cause son avis et d'essayer de questionner, de savoir si ce qui est important pour nous c'est d'avoir un avis ou c'est l'avis qu'on a. Je pense que c'est extrêmement important, surtout dans le cadre justement où on est bombardé d'informations qui sont contradictoires dans le cadre de la dissonance cognitive telle qu'elle a été expliquée juste avant, quoi. Voilà. Tu avais des choses à dire par rapport à ça? Non. Ça va? Okay. Ouais. L'illusion de connaissance, c'est quand je vais surestimer combien je maîtrise ou je comprends un sujet parce que je me suis un peu familiarisé avec et j'ai cette tendance à surestimer mes connaissances sur ce sujet. Il y a plusieurs formes d'illusion de connaissance. On entend souvent, par exemple, parler d'un effet qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger dit que moins on s'y connaît, plus on surestime, plus on s'y connaît, plus on sous-estime. On n'est plus vraiment sûr de ça, donc c'est là où les chercheurs changent d'avis aussi. Mais ça ne veut pas dire que l'illusion de connaissance est en train d'être mise en cause. Il y a plein d'autres formes. Par exemple, une forme d'illusion de connaissance dont on ne parle pas assez, le mot est un peu long, mais ça s'appelle l'illusion de profondeur explicative. C'est quand on a tendance à surestimer combien on peut expliquer comment quelque chose marche. Il y a des expériences qui ont été faites sur des trucs aussi simples qu'un vélo. Est-ce que vous savez dessiner un vélo avec les chaînes, les pédales et tout? Et les gens surestiment énormément cette profondeur explicative. Et on pourrait la voir aussi sur des sujets plus complexes comme la vaccination, le système immunitaire, les OGM. Donc il y a plusieurs formes d'illusion de connaissance, mais en général, c'est quand on surestime combien est-ce qu'on croit qu'on maîtrise quelque chose. Là aussi, je vais arrêter, je trouve ça intéressant d'arrêter à chaque partie. On a donc, dans ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, il faut faire attention, effectivement, sur le sujet des fake news. Nous, les recherches qu'on a effectuées, on a quand même pas mal de connaissances maintenant liées à ce sujet-là, mais on est loin d'avoir le sentiment encore de maîtriser parfaitement ce sujet-là dans la profondeur, en fait. Donc là, c'est vraiment ça qu'il est en train de parler, c'est-à-dire que même un scientifique qui va passer une année, voire plusieurs années à travailler sur la question des fake news, en bout de course, il n'aura pas forcément la sensation d'avoir vraiment traité tout le sujet et d'être en connaissance vraiment en maîtrise parfaite du sujet. Plus on creuse, en général, plus on se rend compte qu'on maîtrise pas le sujet ou que le sujet est complexe. Voilà. Alors, c'est parti, le raisonnement motivé. C'est le raisonnement motivé, c'est confirmer ce que je crois déjà. Imaginez que j'ai deux manières de réfléchir. Je peux soit réfléchir comme un détective, je suis des preuves et j'arrive à une conclusion, soit je peux réfléchir comme un avocat. J'ai mon client, je veux le défendre et je vais prendre ce qui existe dans le dossier pour pouvoir créer un argumentaire qui arrive à la conclusion que j'ai déjà décidée à l'avance. Le raisonnement motivé, c'est un peu quand on réfléchit comme un avocat. Et du coup, ce qui sous-tend le raisonnement motivé, c'est des biais de confirmation, des biais de sélection, ce genre de choses. Je vais aller sélectionner les informations qui vont dans mon sens, aller confirmer mes croyances, devenir pote sur les réseaux sociaux avec les gens qui pensent comme moi pour se dire « nous, on a raison et les autres sont bêtes ». Quel que soit le sujet scientifique, créer une communauté d'opinion de toutes pièces n'a jamais été aussi facile. Anonyme, planétaire, les réseaux sociaux ressemblent au moyen idéal pour entretenir des communautés d'opinion. Avec Internet, la première chose, c'est que ça permet de créer une communauté à partir de tout et n'importe quoi. Vous pouvez aller taper l'idée la plus bizarre que vous pouvez avoir sur Google, vous allez sûrement trouver une communauté sur un réseau social, sur un site, sur un forum, de gens qui pensent comme vous. Du coup, ça va commencer au niveau de la cognition sociale, de créer des mécanismes d'appartenance, on appelle ça in-group, out-group, d'avoir des groupes qui vont se créer où je me dis, nous on a raison, les autres ont tort. Donc déjà, ça peut valider n'importe quelle croyance quasiment. 2, ça augmente massivement les effets d'exposition à une information à cause des algorithmes, surtout qu'on ne sait pas c'est quoi ces algorithmes, soit Twitter, Facebook, etc. Et leurs algorithmes ne sont pas publics, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais en tout cas on suspecte qu'ils sont en train de nous faire voir des informations qu'on croit déjà, ce qui va renforcer le fait qu'on se dit qu'on a raison, et ça va nous exposer de moins en moins personne a des idées auxquelles on ne croit pas, donc on se dit on est seul au monde et on a raison. C'est une question d'échelle de grandeur qui sont drastiquement augmentées.
Et effectivement, on a besoin de voir comment est-ce qu'on va gérer tout ça, surtout que ces plateformes ne sont pas soumises à la délibération publique. Des sortes d'alertes où il faudrait que je me dise « Oula, des solutions magiques ». On appelle ça en anglais le low hanging fruit. S'il y a un verger, et on vous dit il y a 1000 personnes qui sont passées par ce verger, et elles avaient toutes faim, et vous êtes en train de marcher dans ce verger, vous voyez plein de fruits sur les arbres qui sont très bas, que vous pouvez tenir dans votre main. Au lieu de les bouffer, il faut se dire pourquoi est-ce que les 1000 autres personnes qui avaient très faim, qui sont passées par là, ne les ont pas cueillis. C'est un peu inquiétant si vous, soudainement, vous voyez un truc émerger, et on le voit souvent dans la nutrition, ce régime va vous faire perdre du poids sans aucun effet secondaire en 2 jours. Ça fait longtemps qu'on cherche ça, pourquoi est-ce que personne ne l'a trouvé avant là? Donc déjà, low hanging fruit, genre, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement pas vrai. Des choses qui existent juste sur un site, si vous tapez sur Google ailleurs, et de trouver nulle part, c'est un peu chelou. Des trucs qui sont hyper dichotomiques, genre c'est comme ça ou c'est comme ça, et ça c'est bien et ça c'est mal. C'est là aussi pas une très bonne idée. Je fais une petite pause sur la dichotomie, donc ça c'est vraiment, on y reviendra plus tard, mais c'est un des moteurs, je trouve, des fake news. Souvent les fake news sont très orientés vers quelque chose en fait. On est vraiment dans cette idée dichotomique de tout noir ou tout blanc en fait. C'est souvent le cas, en tout cas, il me semble. Les choses qui se prétendent objectives. On va vous dire la vérité, c'est objectif. Les trucs qui sont cachés, secrets, mais que vous retrouvez partout sur YouTube. C'est par définition, c'est pas vraiment secret. Effectivement, une des pistes qu'on essaye d'explorer, c'est d'être les garde-fous les uns des autres au lieu de vouloir être moi tout seul, le mec sans biais. C'est un peu comme ce qu'on fait pour le reste de notre vie. Je ne peux pas savoir comment construire des maisons, faire des habits, faire de la médecine, construire des trains, construire des voitures, etc. Du coup, je délègue. On peut faire la même chose au niveau aussi de notre raisonnement. Au lieu de vouloir tout faire tout seul et penser par moi-même et être le super raisonneur critique, on a des ressources attentionnelles très limitées, on a des ressources perceptives très partiales, on navigue dans un monde très complexe, on est tout le temps face à des informations incomplètes. Et se dire, moi, je vais éliminer mes biais cognitifs et atteindre des informations complètes, c'est irréaliste quelque part. Et de l'autre côté, il ne faut pas tomber encore une fois dans le relativisme en se disant du coup si c'est pas possible, tout se vaut. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'une des postures les plus dangereuses qu'on pourrait avoir quand on pense aux informations et tout ça, c'est de se dire si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. Et la première question que je me pose, c'est comment est-ce que je saurais si c'est moi le complotiste? Comment est-ce que je me défends de moi? Pour moi, l'importance dans le raisonnement critique, c'est pas juste une sorte d'autodéfense des autres, des médias, des experts, des fake news, etc. C'est aussi surtout une défense de soi, penser contre son cerveau. Chacun doit être responsable un peu de penser contre soi-même pour qu'on ne tombe pas dans cette joute qui peut polariser. Et des fois, on va tomber dans cette joute, et c'est pas grave. On n'est pas tous tout le temps obligés d'arriver à un accord. Et surtout, une autre erreur que beaucoup de gens font autour du raisonnement critique, c'est de croire que si on est tous des raisonneurs critiques parfaits, on arrivera à une opinion commune. C'est pas vrai. On ne peut pas arriver à une pensée unique. Il y a nos biais, mais il y a aussi notre subjectivité, les valeurs que je défends. On est tous tout le temps coloriés par notre subjectivité. Même en recherche, même la science, un chercheur a sa subjectivité qui va l'orienter vers qu'est-ce qu'il va chercher. Le questionnement que je me pose dépend de qui je suis. Et du coup, ça, il faut tout le temps garder en tête ce truc, que la personne qui pose une question a son idéologie, sa morale, son orientation politique, sa culture, et qu'on ne peut pas la sortir de ça. Donc de ne pas être encore une fois dans cette posture verticale de « les gens font n'importe quoi » et de faire attention à toutes ces nuances. On est des êtres un peu complexes et surtout irrationnels, on dit tout et on fait son contraire. Et des fois c'est rassurant. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Il y a juste un point sur lequel peut-être j'ai la sensation qu'il n'a peut-être pas suffisamment insisté. C'est la question de l'identité. En fait, je pense qu'aujourd'hui sur Internet,
Alors, moi, c'est la façon dont je perçois personnellement les choses, c'est que vraiment il y a cette quête d'identité, le fait de pouvoir s'identifier à un groupe, de pouvoir clairement, en fait, en soi, déterminer quels sont nos idéaux, nos valeurs, voilà, c'est ça, ce qui nous plaît, ce genre de choses-là. Je pense que la question d'identité sur les réseaux sociaux, elle est d'autant plus prépondérante. Et parfois, on va avoir tendance, quand quelqu'un va avoir des arguments contraires à ce que nous on va dire, on va tendance parfois à s'énerver ou à mettre une barrière face à soi, pas forcément à cause de l'argumentation, mais à cause du maintien de cette posture d'identité qu'on a envie de garder, en fait. Voilà, je sais pas si c'est clair, si tu vois ce que je veux dire. Le besoin d'être attaché à un groupe, sur les réseaux sociaux, on voit assez clairement, quoi. Voilà, donc Voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous, cette vidéo. Il est très important, donc là, il parle beaucoup de biais dans la vidéo sans vraiment totalement définir ce qu'est un biais. Je pense que c'est à chacun de faire un petit peu ses recherches. Il y a tout un tas de biais qui sont listés. Il y a énormément de vidéos très intéressantes sur YouTube ou ailleurs, ou de textes qui ont été publiés sur la question des biais cognitifs. Et dans tous les cas, pour ramorcer une réflexion autour des fake news, je pense que c'était vraiment par là qu'il faut commencer à essayer de réfléchir à qu'est-ce qui va influer notre jugement sur la gestion et le traitement intellectuel des fake news, en fait. Voilà. On va en continuer donc sur notre lancée pour parler d'un autre sujet extrêmement important et qui, pareil, est un petit peu dans le fondement des fake news. C'est vraiment la question de l'économie de l'attention. Et donc là, on a une vidéo à vous montrer, même peut-être deux, sur le sujet. Alors, je vais cliquer. Voilà. Donc c'est une vidéo qui a été financée par le Centre national de la cinématographie et donc qui appartient à la chaîne Stupid Economics et qui s'appelle l'économie de l'attention, le commencement. Sachant qu'il y a une deuxième vidéo forcément qui aura un nom. C'est quoi le nom de la deuxième vidéo? J'essaie de voir. La fin est proche. Bon, je crois que les choix des titres, il est assez intéressant. On comprendra après par la suite. In a world where phones are overwhelmed by notifications, where ads and articles are indistinguishable, where all YouTubers repeat in each freaking videos to put a thumbs up and to share because views turns into dollars and that's good. Welcome to the attention economy, or as the French would say, l'économie de l'attention. Les entreprises qui pèsent le plus de thunes au monde ont été pendant très longtemps liées à l'énergie, aux moyens de se déplacer, à la construction ou à la grande distribution. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parmi ces entreprises géantes est arrivé un modèle économique qui valorise un truc assez particulier, l'attention. La production de ce à quoi nous pouvons prêter attention a été démultipliée ces dernières années. Il y a plus de vidéos créées par minute que l'on puisse en regarder dans la journée, et plus de dramas par seconde que de trucs vraiment dramatiques. Face à tout ça, on ne dispose que de 24 heures par jour et de seulement quelques centaines de milliers d'heures dans une vie. Après, on meurt. Beaucoup d'informations, peu d'attention, il y a donc une rareté. Mais quand une simple recherche d'informations sur un film nous amène à visiter 12 sites, 3 vidéos de prank pour finir sur une infographie pain au chocolat chocolatine, en passant par un fil de discussion qui milite pour une viande plus végane, Excusez-moi, pain au chocolat, pas chocolatine. on peut parfois se désespérer de notre incapacité à contrôler cette attention. We all are literally crazy by the new definition of literally. You need to figure out how to make content for our OCD, narcissistic, and ADD selves. If you have a very simplified view of identity and you think that people are only interested in one sort of thing, you're missing a whole range of different opportunities. Jonah Peretti est un personnage important de l'économie de l'attention. Il explique ici qu'il y a plein d'opportunités différentes de capter l'attention de quelqu'un. Des opportunités qu'il faut saisir parce que la compétition pour l'attention est féroce. Mais récemment, on a commencé à réaliser que la version numérique de cette compétition avait peut-être plus de conséquences que prévu. Certains parlent d'une menace pour notre productivité, notre santé mentale, voire notre démocratie. Mais plutôt que de vous faire flipper pour garder votre attention grâce à des risques mal définis, on peut commencer par s'intéresser à l'évolution de la chose. Mais d'abord, l'attention. L'attention, c'est un filtre qui nous permet de ne pas être noyé dans un flot constant d'informations. Cette petite faim, les 2 degrés qui manquent dans la pièce, la sensation de tes chaussettes sur ta peau, la pression de tes écouteurs sur tes oreilles, le bruit de tes voisins qui vivent leur vie pathétique, tout ça en ce moment existe peut-être, mais tu n'y pensais pas. C'est filtré, ton attention est ailleurs.
sur ses pixels, sur la musique de fond, sur ma voix, et puis ton attention change soudainement. Avant même d'avoir eu le temps d'y réfléchir, elle est captée, preuve qu'on ne la contrôle pas entièrement. Cette attention, il est possible d'en tirer profit. Ce morceau de cuivre, qui date de la dynastie Song, donc d'environ l'an 1000, est considéré comme l'une des premières publicités imprimées. On peut y lire que la famille Liu achète des tiges d'acier de qualité pour en faire des aiguilles de qualité pour une utilisation rapide. Par curiosité, j'ai voulu savoir s'il y avait un intérêt à capter l'attention des autres sans forcément être dans une société consumériste ou dans la démarche de vendre quelque chose. Une étude anthropologique est sortie récemment sur les Acta, une population philippine de chasseurs-cueilleurs. Et parmi eux, des individus racontent des histoires de soleil et de lune, de cochons et de lézards, et les chercheurs pensent qu'elles servent à organiser la coopération. Mais le plus intéressant, c'est surtout que les bons conteurs en tirent des bénéfices. Ils sont considérés comme des partenaires sociaux de choix et bénéficient d'une descendance plus grande. Bref, il semblerait qu'il y ait souvent un intérêt de capter l'attention quand on le peut. Mais l'économie de l'attention a sans doute connu son plus grand tournant en 1833. At the time in the 1830s, newspapers were not like they are today. Their news was mostly political or financial, and they were boring. So Benjamin Day, who owned a printing house, had a different idea for a business. He thought, well, what would happen if I dramatically reduced the price of the newspaper to where it is, he didn't go all the way to free, but he went to 1 penny. And what if I made the stories much more interesting? What if I covered crime, gossip, prominent society stories? In some ways, it was a suicidal proposition business-wise, unless you could get enough advertising revenue, and no one had ever been able to do that before. Well, what do you do in industries where the prices are free or very low cost? Well, then the competition is to be the most interesting. What was Charles Mott to you? Nothing. I just don't like trial by newspaper. I call it contempt by publication. I call it peddling papers. You'd use corpses to peddle papers till the readers found out what a frustrated journalistic fraud you are. It's publishers like you that give anarchists the ammunition to try and stifle a free press. And in the history, particularly of journalism, the winner of those competitions is usually the most lurid, the most exciting. The race is often to the bottom. Timou est l'auteur... Hop, je m'arrête ici. Ça, c'est pareil, c'est des paroles qui sont à garder en tête pour la question des fake news. On est exactement dans la même logique par rapport aux fake news. On reviendra plus tard dessus. Mais bon, voilà, je voulais faire une pause sur ces mots-là. De The Attention Merchants, et c'est lui également qui a inventé l'expression de neutralité du net. Et il décrit ici une démarche similaire à celle de Patrick Lelette de TF1, qui un siècle plus tard déclarait que ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Cette phrase de 2004 est peut-être trop souvent citée, mais elle montre que, avant l'ascension de Google ou de Facebook au rang de champion de l'économie de l'attention, la démarche était la même. Les différences, ce sont les moyens d'action. En 1998, les fondateurs de Google refusent de placer des publicités dans leur moteur de recherche. Leurs concurrents ne partagent pas du tout leur réticence et vont jusqu'à proposer des services où les résultats de recherche étaient pratiquement exclusivement mis aux enchères. Mais de 1998 à 2000, Google, malgré l'efficacité de son moteur de recherche, ne génère quasiment pas d'argent. Ils n'ont pas de modèle économique. One of the things that really excites me about what we're doing now is we have this thing called AdSense. The idea is, like on a newspaper, for example, we show you relevant ads, and this is hard to read, but it says Battle for New Hampshire, Howard Dean for President, articles on Howard Dean. And these ads are generated automatically, like in this case on the Washington Post, from the content of the site. So the idea is we can make advertising useful, not just annoying, right? Mais Google, depuis les années 2000, a embrassé la publicité, plus qu'embrassé même, ils ont inventé des publicités différentes. Idea that had been floating around that maybe we could do targeted advertising. For example, if you get an email about a ski trip, you'll get maybe an advertisement for ski equipment or gloves or something like that. Cette manière de faire, c'est une révolution marketing qui va être adoptée ensuite par tous les autres géants de l'internet. Facebook, Baidu, Microsoft, Yahoo, Verizon, Twitter. Ces 7 entreprises ont généré 132,8 milliards de revenus publicitaires en 2016, ce qui représente presque les 3/4 du marché de la publicité sur internet. Au final, plus de 80% des revenus de Google sont publicitaires et c'est 95% pour Facebook. Ce sont clairement des marchands d'attention avant tout.
Au début, la collecte d'informations qui accompagne cette révolution marketing ne paraissait pas gêner tant que ça. Mais depuis quelques années, les bases de données hackées, les tweets comme celui-ci rappellent l'ampleur de la collecte. To the 53 people who watched A Christmas Prince every day for the past 18 days, who hurt you? Si maintenant on met de côté l'aspect vie privée, on peut aussi s'intéresser à l'utilisation qui est faite de ces données. Parce qu'elles ne sont pas simplement utilisées pour personnaliser des pubs, mais aussi pour améliorer le site, pour faire en sorte que l'utilisateur y passe le plus de temps possible. You know, as you know, there's over 400 hours of video being uploaded to YouTube every minute. And given that each person probably only has an hour or two to watch YouTube every day, it's our job to help them find what they want to watch. And not just what they're going to watch, but what they're going to want to enjoy and keep them coming back to YouTube every day to watch more videos. So really understand each viewer, what they like, and give them the videos that they're going to find engaging. La charrette ici, ça c'est un point très important. Donc ce que le monsieur est en train de discuter là, c'est vraiment la base des algorithmes qui sont en place, qui ont été mis en place sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, mais aussi pour tous les autres réseaux sociaux. Ça sera le sujet d'un documentaire dont on parlera un petit peu plus tard, mais pareil, ça faut bien comprendre que ce qui a été énoncé ici, c'est un terreau extrêmement important dans le déploiement en fait des fake news. We think about the systems that we build is that they're really a gigantic feedback loop for the audience. In any given day, we collect over 80 billion different pieces of feedback from the audience. We look at things like, well, what did they watch? What did we recommend that they decided not to watch? How long did they watch for? Le principe de l'algorithme qui tente de maximiser un indicateur, on le voit très bien quand on conçoit un algorithme qui doit apprendre à jouer un jeu vidéo. Son but, c'est d'évoluer dans l'environnement du jeu et, à force d'essais et d'erreurs, de trouver les actions qui vont lui permettre de marquer des points. Sur YouTube, c'est un peu la même chose. Les algorithmes et leurs concepteurs évoluent dans l'environnement de la plateforme, et puis à force d'essais et d'erreurs, ils tentent de gagner quelques minutes d'attention, en améliorant les recommandations, bien sûr, mais tout n'est pas algorithmique dans cette démarche. Le design du site est aussi réfléchi dans ce sens. La lecture automatique par défaut est un très bon exemple. Elle permet de maintenir plus longtemps les utilisateurs sur le site. Mais il y a un autre point intéressant que cet employé de Google mentionne, c'est la quantité de contenu publié tous les jours. Like 72 days worth of content per day. Il est impossible d'afficher autant de contenu à égalité et de laisser l'utilisateur choisir, parce qu'un trop grand nombre de choix entraîne une paralysie, et j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. Alors, il faut une manière pour hiérarchiser tout ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne semble pas vraiment y avoir d'autres considérations que de chercher à capter plus d'attention. Il faut que l'utilisateur trouve ce qu'il veut regarder, et surtout qu'il revienne le lendemain. Pas de promotion de contenu particulier, pas de sélection des équipes, pas de réflexion sur ce que l'utilisateur attend vraiment de son expérience sur le site, rien. Sur YouTube, tout ce qu'un utilisateur voit est là pour qu'il y reste le plus longtemps possible. Et c'est la même chose sur la plupart des sites et des plateformes internet. Puisque je parle de plateforme, il s'agit d'un point qui différencie les marchands de l'attention du type TF1 avec les géants numériques de notre époque. Aujourd'hui, les marchands d'attention les plus importants ne produisent pas ou peu de contenu. Ce sont des places de marché où des milliers, enfin des millions de producteurs même, sont en compétition pour eux aussi capter et monétiser de l'attention. We all are literally crazy by the new definition of literally. Vous vous souvenez de lui? Eh bien, c'est le fondateur de BuzzFeed. John Aperitif, c'est l'histoire du mec qui est tombé dans le buzz quand il était petit. Pendant ses études, il commande des chaussures Nike personnalisables sur lesquelles il veut inscrire le mot sweatshop, une critique assez évidente de la manière dont sont produites ces chaussures. Nike refuse par mail, il répond, puis partage cet échange avec ses amis qui le partagent par mail à leurs amis, et c'est le buzz par email. C'est une autre époque. Tout ça, ça lui donne envie d'étudier la viralité, de comprendre d'où elle vient, comment la générer, et puis après plusieurs expériences, il cofonde le Huffington Post, un média qui croise les idées des libéraux américains avec sa nouvelle expertise de la viralité internet. Et quelques années plus tard, en 2006, il lance BuzzFeed, une sorte de laboratoire de la viralité qui deviendra média. Pas besoin de vous faire le topo de ce que c'est dans le nom de la chaîne, le fil d'actualité du buzz. Sa stratégie, c'est de produire du contenu humain, et par là, il faut surtout entendre du contenu qui va générer une réaction, le partage. De partage en partage, on obtient cette fameuse viralité que BuzzFeed suit de près avec un indicateur, le Viral Lift, que l'on pourrait traduire en moins classe par l'indicateur de poussée virale. Tout ça, ça leur permet de vendre des articles sponsorisés, c'est-à-dire produits et payés par un annonceur, mais publiés sur BuzzFeed comme un article classique. Ce qui amène au fameux jeu du devine quel article est une pub. 11 choses que vous ne saviez pas sur la PlayStation, ou la seule chose que vous devez savoir sur la PlayStation 4. Et ce ne sont pas les seuls à utiliser ce modèle économique. En France, Combini, Topito, Melty ou Minute Buzz ont
tous adopté les mêmes pratiques, certains se félicitant de la confusion créée chez le lecteur. Comme le dit Maxime Barbier, le cofondateur de Minute Buzz, nos brand content font des millions de vues, des gens ne se rendent même pas compte que ce sont des contenus de marque. Derrière ces producteurs de contenu d'un nouveau genre, tous ont dû s'adapter à un environnement créé et développé par les plateformes internet. You know, if the thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it, that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you, you know, more likes and comments. I mean, it's a social validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. And I think that the inventors, creators, you know, and it's me, it's Mark, it's Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people, understood this consciously, and we did it anyway. Ils font référence aux découvertes de la psychologie et de la neuroscience réalisées depuis les années 70. Bon, tu penses que Sean Parker a raison, que les ingénieurs de la Silicon Valley font tout pour produire des applications qui augmentent leur pouvoir addictogène ? Ça, c'est Jeff, et là, c'est Chris, de la chaîne du Psylab. Et je leur ai demandé de nous expliquer où en est la science sur le sujet. On a tous fait l'expérience d'avoir du mal à déconnecter des réseaux sociaux, du surf random sur Internet. Des petits jeux. Quel plaisir de recevoir des notifications, des petites pépites de récompenses visuelles et auditives. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des preuves scientifiques, ou alors est-ce qu'on nage en plein mythe technophobe ? Eh ben en fait, même si elles sont jeunes, il y a plein d'études neuroscientifiques qui permettent de mettre en évidence ces phénomènes. On fait des dosages de dopamine, par exemple, on met des gens dans des IRM pour étudier leur circuit de la récompense, et puis on fait même des études génétiques. Ouais, des études génétiques qui visent plus à déterminer s'il y a des facteurs qui vous prédisposent, des gènes qui vous rendent vulnérables à l'usage d'Internet, et donc à plus facilement tomber dans un comportement addict. Bref, c'est pas un mythe en fait, hein, c'est véritablement... on voit très bien que l'usage d'Internet allume un tas de petites régions neurocérébrales en rapport avec le circuit de la récompense, l'attente de la récompense, il y a même un défaut d'inhibition. Bref, en plus de ça, plus vous utilisez Internet, et plus votre cerveau se conforme à ce que les marchands d'attention veulent de nous. Bref, ça semble confirmer que le témoignage de Sean Parker n'est pas juste celui d'un ancien Facebooker qui veut sa revanche. Les notifications, les compteurs de likes ou de vues, les couleurs utilisées, les fonctions de partage ou les vidéos qui se lancent automatiquement, les recommandations personnalisées, les indications que tel message a été vu, la quantité d'informations affichées même, tous ces éléments qui font partie de notre quotidien ont été longuement réfléchis. Ils sont constamment testés, et quand 50% des utilisateurs voient une version du site A, 50% voient une version différente avec différentes fonctionnalités. Les données récoltées permettent ensuite Je fais une pause aussi, c'est très important en fait cet aspect-là. Quand on commence à faire des recherches sur Internet sur un sujet, faut bien comprendre que ces recherches passent à travers le filtre de tout ce qu'on a fait individuellement sur notre ordinateur. Encore une fois, j'ai préféré faire une pause dans la vidéo par rapport à ça, parce que c'est encore un autre élément important à prendre en compte dans le cas des fake news en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des bulles de filtre qui se mettent autour de nous, je pense qu'il en parlera un peu plus tard, il me semble. Il y a des bulles de filtre qui se mettent autour de nous et qui nous affichent du contenu que mon voisin n'aurait pas forcément sur son ordinateur, ou que toi, par exemple, tu n'aurais pas forcément la même bulle de filtre que moi. Voilà, je continue. D'analyser et de savoir quelle version retenir, et ensuite, ça recommence. Et on retrouve ici la démarche de John Aperetti. Il s'agit de viser en dessous de notre conscience. Il ne s'agit pas vraiment de viser notre folie, mais plus d'une démarche volontaire de chercher à comprendre au mieux comment un humain prend une décision, pour qu'il choisisse de passer plus de temps sur un contenu donné. En soi, être ému par une photo de chien, cliquer sur un bouton bleu ou vouloir cliquer sur un titre surprenant, c'est pas quelque chose de complètement hallucinant. Et c'est même pas trop grave au final. Mais la problématique prend un autre sens quand il s'agit d'une course, d'une démarche quasi scientifique pour chercher à comprendre notre manière de penser et capter notre attention pour réaliser du chiffre d'affaires. Et justement, c'est à ce moment qu'on peut se demander quelles sont les conséquences de l'économie de l'attention.
La réponse est dans la suite juste ici, ou alors vous pouvez laisser YouTube décider pour vous. Voilà, je vais enchaîner directement sur la vidéo d'après. Si jamais vous avez envie d'avancer dans la vidéo et de regarder ça plus tard, n'hésitez pas, mais je pense que nous on a décidé dans cette vidéo de tout inclure, comme ça au moins ça vous laissera le choix. On mettra toutes les sources de toute façon en description, donc libre à vous d'accélérer un petit peu les choses, mais de notre côté pour notre enregistrement on a décidé de tout mettre. On arrive à la deuxième partie de l'économie de l'attention, la première est juste ici. Je vais commencer avec la récolte des données personnelles. Elles sont parfois décrites comme le nouveau pétrole, et il y a de bonnes raisons pour ça. Les services comme la reconnaissance d'images de Google deviennent de plus en plus performants parce qu'ils disposent de milliards de requêtes accumulées pendant des années. Ces données sont la propriété de Google, et sauf innovation technologique majeure, personne ne peut espérer lancer un service équivalent sans avoir accès à ces données. Alors cette récolte est plutôt positive dans ce cas, parce que ça permet la création de nouveaux services, de les rendre plus efficaces, et elles ne sont pas vraiment personnelles ces données. C'est davantage une forme de travail humain pour créer une machine. Comme en témoigne l'interview de l'employé de Google précédemment, cette collecte a aussi l'objectif de mieux nous connaître pour que les services internet et leurs annonceurs puissent être le plus longtemps devant nous. Avec cette démarche, le type de données collectées change. Il faut collecter le plus possible pour comprendre au mieux ses utilisateurs. Aujourd'hui, les termes et conditions jouent surtout sur la confusion. On signe des trucs que l'on ne lit pas, peut-être aussi parce qu'ils sont conçus pour ne pas être lus, et au final, on ne sait pas vraiment quel type de données sont récupérées. On ne sait pas qui a accès à ces données, si nos données peuvent être vendues, ni à quoi elles peuvent vraiment servir. Il y a une autre conséquence à cette économie d'attention, c'est le développement du clickbait, autrement connu sous le nom de putaclic. Et je parle pas que du blablabla ça tourne mal. Le problème est un peu plus large que ça. Sur la plupart des plateformes internet, tous les contenus sont présentés pratiquement à égalité, dans le sens où ils sont tous en compétition, peu importe leur contenu. En fait, le seul critère pris en compte, c'est la popularité de ce contenu. Alors il est tentant de vendre, voire survendre son contenu pour qu'il soit assez populaire pour gagner en visibilité. Le titre un peu provoquant, c'est loin d'être un phénomène nouveau. Les réseaux sociaux n'ont pas inventé ça. Ce qu'ils font par contre, c'est d'encourager une tendance en créant dans leur marché une architecture de plateforme qui récompense d'autant plus les contenus qui débutent une conversation ou qui appellent à nos émotions. Évidemment, tous les sujets ne sont pas propices aux émotions ou ne peuvent pas toujours viser nos peurs ou nous donner envie de partager pour montrer qu'on est humain, comme le dit John Aperiti. Et oui, c'est vrai, ce discours attaque un peu la notion de partage. Dans les Disney, c'est toujours bien de partager, c'est ce qui sauve la princesse, le nain et la crémière. On évoque plus rarement le fait que tout ne vaut peut-être pas la peine d'être partagé. Il est peut-être temps qu'un Disney nous raconte l'histoire de la sorcière qui répand des rumeurs ou du prince Philippe du MST. Mais on s'éloigne un peu du sujet. And Zuckerberg said, "A squirrel dying in your front yard may be more relevant to your interests right now than people dying in Africa." Ça, c'est le fameux mort-kilomètre. On peut considérer ça comme révoltant, mais si on devait m'informer de tous les accidents de la route en Inde ou de chaque tuerie dans les écoles américaines, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de m'informer d'autres choses. Donc filtrer les informations, c'est nécessaire, c'est crucial, important, mais ce qui compte, c'est surtout comment c'est fait. But a couple of weeks ago, I asked a bunch of friends to Google Egypt and to send me screenshots of what they got. When you put them side by side, you don't even have to read the links to see how different these two pages are. Daniel didn't get anything about the protests in Egypt at all in his first page of Google results. Scott's results were full of them. So it's not just Google and Facebook either. You know, this is something that's sweeping the web. And where this moves us very quickly toward a world in which the internet is showing us what it thinks we want to see, but not necessarily what we need to see. Cette forme de sélection est beaucoup plus problématique. L'analyse de nos comportements en ligne combinée à la recherche de notre attention conduit à ce mécanisme. Il faut nous présenter des contenus auxquels on est susceptible de prêter attention. Ce qui fonctionne, c'est les contenus qui nous choquent, les contenus qui nous indignent ou ceux qui confortent notre opinion. Là encore, les plateformes numériques n'inventent rien. On préfère les opinions de nos amis, on préfère parler avec eux et surtout on est d'accord avec eux. Et ça, c'est une forme de bulle informationnelle. La différence, c'est que cette bulle devient difficile à prendre en compte. On ne sait pas que ce filtre existe sur YouTube, sur Facebook ou sur d'autres services internet. On ne sait pas non plus comment il fonctionne et on ne peut même pas vraiment le désactiver. Voilà un autre phénomène qui existait bien avant Internet, la production de fausses nouvelles. Il s'agit d'articles ou de vidéos qui cherchent à ressembler à de l'info, mais qui racontent une histoire inventée dans le but de tromper. Et dernièrement, la production de fake news a pu être vraiment lucrative. This is what you guys call fake news. The headline might be fake,
The first paragraph might be fake, and then the rest of the story is a lot of it is mostly political satire. Le business plan de Paul est assez simple. Il se rémunère grâce aux liens publicitaires. D'après lui, il gagne entre 5 et 10 000 $ par mois, mais durant la campagne, ce serait allé jusqu'à 18 000 $. Je préfère être très clair quand je parle de fausses nouvelles, je parle d'un truc très précis, la fabrication de fake news évidentes et des gens qui les produisent. Donc ici je ne parle pas de différentes interprétations d'un fait, d'opinion ou de propagande. Ça existe, mais ce qui me paraît le plus révélateur, c'est que cette fausse nouvelle ait pu devenir une industrie. Une industrie qui fonctionne parce qu'elle permet de produire des contenus qui s'adaptent parfaitement à l'environnement des plateformes. Des contenus qui font réagir et qui sont très peu chers à produire. C'est vraiment le produit idéal, un clavier 20 minutes et un titre qui peut être écrit avant l'article, c'est parfait pour jouer avec l'algorithme, les émotions et pour monétiser le tout. Alors on ne connaît pas vraiment l'influence de ces fausses nouvelles sur les opinions publiques. De leur côté, les lois anti-fake news pour prévenir leur création n'ont pas beaucoup plus de succès et surtout elles peuvent être rapidement en opposition avec les libertés d'expression et de la presse. Et puis il y a une autre conséquence à l'économie de l'attention, la distraction. Toutes ces heures où en ayant pris la décision de faire quelque chose, je me retrouve 2 heures plus tard en train de cliquer sur la dernière photo d'un slideshow de BuzzFeed ou avec 25 onglets ouverts sur des articles de Trump et de son diagnostic mental. Mais ça c'est mon problème. Je manque de discipline, de contrôle, je me laisse distraire, c'est de ma faute quoi. Et dans le même temps, il y a des équipes entières dédiées à capter mon attention. Il y a de l'investissement, une expérience sur les comportements, les démarches pratiquement scientifiques, une utilisation de nos faiblesses cognitives par des plateformes et les créateurs de contenu. Bien sûr ce problème peut apparaître ridicule, on parle juste de mardi dernier où j'ai perdu 2 heures sans trop savoir pourquoi. Enfin, je parle de moi, mais je sais que ça arrive à beaucoup d'entre nous. De la même manière que l'architecture d'une ville définit ce que l'on y fait, le concept de l'économie de l'attention m'a aidé à comprendre l'architecture des rues d'Internet. Il permet en fait de lier ensemble différents problèmes, les bulles informationnelles, la collecte des données, le fake news, le clickbait ou la distraction permanente. Il permet de comprendre un écosystème complexe composé de marchands d'attention ou de géants qui luttent pour les mêmes secondes d'attention supplémentaires qu'ils peuvent obtenir de chacun d'entre eux. Mais j'ai pas vraiment envie de m'arrêter là, il me semble important de passer un moment pour tenter de présenter quelques solutions. Une première solution technique plutôt simple, c'est l'utilisation d'un adblocker. C'est un programme qui bloque les publicités et je trouve cette technique intéressante pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a... Je fais une petite pause. L'outil qu'il présente là, c'est Adblocker. C'est un outil qui était connu, mais que je vous déconseillerais parce que Adblocker, en fait, vend... ça a été avéré, en fait. Ah, en même temps, ça pourrait être vérifié, c'est peut-être une fake news. Mais Adblocker, en fait, j'ai déjà lu que Adblocker, en fait, vendait certains espaces publicitaires à des annonceurs. C'est-à-dire qu'en fait, il bloque la plupart des pubs, sauf certaines pubs pour lesquelles il a reçu des paiements, de l'argent, en fait. Donc, ouais, il y a eu un petit scandale vis-à-vis d'Adblocker. Il existe un autre bloqueur de publicité qui s'appelle le uBlock Origin, qui fait la même chose, grosso modo, et a priori, sans cette problématique-là. Mais encore une fois, tout ce que je viens de vous dire, ça reste à vérifier. Il y a beaucoup de publicité sur internet, trop sans doute, et puis ensuite ça évite de monétiser notre attention sur des contenus que l'on n'apprécie pas. Ça implique par contre une démarche plus proactive pour supporter des sites gratuits qui sont financés entièrement par la pub, et rien n'empêche de mettre des exceptions pour afficher leur pub, ou de participer financièrement. C'est loin d'être une solution parfaite, mais c'est une réponse individuelle qui me semble efficace, et en tant que créateur, ça me semble aussi être une démarche légitime. Ensuite, il y a Ghostery, qui permet de se rendre compte du nombre d'outils utilisés pour récolter des données, afficher des pubs ou personnaliser les sites que l'on visite. Ça ne détecte pas tout, mais ça permet de bloquer certaines choses, et surtout c'est toujours très intéressant de savoir quels sont les outils utilisés sur les sites que l'on visite, et de se rendre compte surtout de l'ampleur de la chose. Une autre solution technique, c'est de gérer en amont sa distraction. Des programmes comme Stay Focused, par exemple, permettent de bloquer des sites pendant quelques heures le temps de bosser au calme. Il y a aussi des techniques comme de mettre son portable en noir et blanc, pour le rendre un peu moins stimulant, et puis aussi de désactiver un maximum de notifications. Nous, en tant que créateurs de contenu, on a tout intérêt à te faire cliquer sur cette putain de cloche pour que tu reçoives une notification. On est des marchands d'attention après tout. Sur la plupart des plateformes, on commence à avoir des outils pour gérer ces notifications. Par exemple, sur YouTube, en allant sur la page Gérer mes abonnements, il est possible de sélectionner chaîne par chaîne, et si vous ne souhaitez recevoir aucune notification, c'est possible aussi. Il suffit d'aller sur la page notification et d'indiquer votre choix ici. Personnellement, je vous recommande d'aller faire un tour là-dessus pour être notifié uniquement par les choses qui vous intéressent vraiment et de pas laisser YouTube décider à votre place. Ça peut vraiment changer votre expérience utilisateur et j'ai mis les 2 liens en description. Ces solutions techniques, il faut les voir pour ce qu'elles sont. Ça ne modifie pas l'architecture de l'économie de l'attention et c'est là la limite de la solution individuelle. Le problème de ces solutions techniques et surtout de l'adblocker, c'est qu'on entre ici dans un jeu du chat et de la souris. La pub s'adapte pour trouver notre attention et on risque de voir beaucoup plus de publicités qui rentrent dans les contenus, comme BuzzFeed, comme sur Twitch, ou encore avec les youtubeurs qui associent leur image avec des produits dans des pubs à peine visibles. Les messages publicitaires peuvent aussi rentrer dans les résultats de recherche avec des applications où les résultats seraient vendus.
L'avantage de l'économie de l'attention, c'est que c'est une invitation à considérer nos actions en ligne différemment. C'est d'abord un rappel que notre attention est précieuse. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se mettre de la pression pour faire des trucs grandioses, on s'en fout de ça, si ton kiff c'est de réaliser des mèmes de 2015, peu importe. Mais ce que l'on peut en retirer, c'est que nos objectifs dans la vie ne sont certainement pas les mêmes que ceux des plateformes internet que l'on utilise quotidiennement. There's a deep fundamental gap here between the goals we have and the goals our technologies have for us. And to me, that's the opposite of what technology is for. Technology is for helping us achieve these goals. Ça permet également de considérer que l'architecture de beaucoup de services que l'on utilise au quotidien peut être modifiée. Que les différents défis actuels n'ont peut-être pas de solution miracle, mais ils peuvent être atténués si l'intérêt de l'utilisateur était un peu plus défendu. D'une certaine manière, les plateformes numériques ont pu croître dans une sorte de vide politique. Ces 15 dernières années, il n'y avait pas vraiment de vision du réseau social idéal ou de ce qu'une application de téléphone devait ou ne devait pas faire. Je ne suis pas sûr que l'on sache beaucoup plus ce que l'on recherche aujourd'hui, mais les expériences récentes peuvent nous permettre d'exprimer ce que l'on ne recherche pas. Et on voit aujourd'hui clairement une pression sociale qui commence à se manifester. Une pression assez puissante pour que Mark Zuckerberg déclare début 2018 vouloir s'assurer que son service soit bon pour le bien-être des gens et pour la société en général. Et dans ce sens, ils ont conduit des changements qui ont réduit le temps passé sur Facebook de 50 millions d'heures chaque jour pour s'assurer que le temps passé soit bien passé. La traduction, c'est vraiment un taf. Mais bien ou mal traduit, la course de l'économie de l'attention ne s'arrête pas soudainement avec un post Facebook. Je fais une petite pause. Il faut bien noter que cette vidéo, elle date de 2018 et qu'il s'est passé encore beaucoup de choses depuis 2018. Voilà, petite parenthèse refermée. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet, je vous recommande vraiment de regarder du côté de Tristan Harris. C'est un ancien employé de Google qui a contribué à mettre en lumière le concept de l'économie de l'attention et surtout du temps bien dépensé repris récemment par Facebook. Moreover, our democracy depends on people's ability to sustain their attention on the topics that we collectively care about. And when we're seduced by the next wave of a thing, we're not able to do that, right? We're just constantly sucked into the next thing. So what are we going to do? Il y a aussi Yves Citon, un essayiste suisse, qui lui souhaite qu'on parle surtout de l'écologie de l'attention. Je recommande la lecture de ses livres si vous souhaitez aller un peu plus loin. Passer de ce modèle-là de l'économie de l'attention au modèle de l'écologie de l'attention, c'est réinscrire l'attention dans quelque chose de beaucoup plus anthropologique que simplement économique. Et c'est de se dire, l'attention, avant d'être quelque chose qu'on peut capter pour gagner de l'argent ou devenir célèbre, c'est quelque chose qui nous permet de vivre dans des environnements. Bien sûr, je vous recommande aussi le livre de Tim Wu et de toutes les conférences que j'ai pu utiliser dans cet épisode, qui sont toutes très intéressantes, et tous les liens sont en description. Pour ceux qui souhaitent agir un peu plus concrètement, vous pouvez aussi regarder du côté des initiatives de défense des droits et des libertés sur Internet, menées par la Quadrature du Net notamment, et je compte sur vous pour parler en commentaire d'autres initiatives qui vont dans ce sens. Maintenant, il me reste juste à te remercier pour ton attention, vraiment, parce que moi aussi je suis en quelque sorte un marchand d'attention. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ton appréciation, que tu penses que ce temps passé sur cette vidéo est du temps bien dépensé. Que tu sois d'accord ou non avec le contenu d'ailleurs, c'est une autre question. Si vous souhaitez parler de tout ça avec nous, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord dans les heures qui suivent la publication de cette vidéo, le lien est dans la description. Voilà, encore une fois, merci à tous pour votre attention. Faites-nous savoir si vous avez apprécié cette vidéo en faisant un tour sur Utip par exemple. C'était Stupid Economics, sur ce. Voilà, j'arrête ici. Merci pour votre attention. Donc, voilà, il a été question à quelques reprises dans ces deux vidéos des fake news à travers vraiment le spectre de l'économie de l'attention. Et je trouve intéressant le passage où en fait on parle d'écologie de l'attention, parce que l'attention c'est pas forcément que du domaine économique, même nous dans le domaine culturel par exemple, c'est des techniques qui sont utilisées régulièrement qui c'est aussi très importante, ou dans le domaine du spectacle, dans les domaines artistiques aussi, la gestion de l'attention n'est pas forcément liée à une économie, mais au fait de pouvoir capter l'attention justement de son public. Et c'est pas forcément pour des raisons économiques. Voilà. Je trouve ça intéressant du coup d'élargir la notion d'économie de l'attention à écologie de l'attention, pourquoi pas, ou à d'autres terminologies. Voilà. Vers la fin du documentaire, en fait, il a été question d'un monsieur donc qui a travaillé spécifiquement sur la question de l'attention. C'est un ancien employé de Facebook, si je me trompe pas, et qui en fait après a essayé d'analyser un petit peu les problèmes que l'utilisation de Facebook, que les algorithmes de Facebook, et vraiment sur la question des usages en fait, à se dire, nous on travaille chez Facebook,
comment nous, en tant qu'employés de Facebook, à un moment donné, on peut aussi questionner ce qu'on fait sur cette plateforme et ce qu'on fait de cette plateforme. Et donc, voilà, il y a pas mal de professionnels de ces grosses entreprises qui commencent, et je dis bien qui commencent, et je trouve ça bizarre en fait que ça fait que commencer, mais qui commencent à se poser ce genre de questions. Et donc, il y a eu un documentaire qui a été diffusé sur Netflix, si je ne me trompe pas, il y a... je sais plus, c'est une grosse année, je dirais 1 an à 2 ans à peu près, peut-être moins de 2 ans, 1 an et demi, quelque chose comme ça, qui s'appelle, en français, ça s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Le titre anglais, c'est The Social Dilemma. Et donc, je vais pas vous montrer la bande-annonce là maintenant, je vous mettrai le lien dans la description, ça suffira, vous pourrez aller voir la bande-annonce vers ce documentaire. Ce qui est intéressant dans ce documentaire-là, c'est vraiment... encore une fois, sous forme de documentaire, donc un peu plus creusé sur la question de l'économie de l'attention, et surtout ce discours de la part d'anciens employés de ces grosses entreprises, donc que sont Google, Facebook, Twitter, etc., qui vraiment appuient, enfin, je trouve que c'est assez appuyé sur le fait qu'ils n'avaient pas forcément conscience de l'impact qu'auraient ces algorithmes sur l'opinion publique, sur les réactions des gens, sur la gestion des fake news, sur voilà. Ils savaient très bien dès le départ que ces algorithmes étaient destinés à capter l'attention et à faire en sorte que les gens se confortent dans des sujets qui les intéressent, d'accord ? Ils n'avaient pas mesuré à quel point, jusqu'où iraient en fait, on va dire, les conséquences de ces algorithmes-là. Moi personnellement, ça c'est un jugement vraiment personnel, je trouve que je pense que ces entreprises ont probablement et réunissent encore aujourd'hui le plus grand cerveau de la planète. Je trouve ça un petit peu bizarre en fait que seulement maintenant on commence à se dire ah bah tiens on est allé trop loin dans ce qu'on a fait. Voilà, je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Ceci dit, je trouve que le documentaire est vraiment à voir, il est très très intéressant, ça permet vraiment une vraie prise de conscience et de vraiment comprendre ce qui se passe, ce qui s'est joué au niveau des réseaux sociaux. Voilà. Autre petit, je vous montre un autre petit lien rapidement, c'est un article sur le site internet The Conversation, qui est un site indépendant, on va dire un mi-chemin entre du journalisme et de la rédaction scientifique. Et donc il y a un article que j'ai trouvé assez intéressant, que je voulais partager avec vous, sur justement la façon dont l'algorithme de YouTube fonctionne. Voilà, donc on mettra le lien en description également. Ensuite, c'est un gros sujet qu'on est en train de traiter là. 2 autres petites vidéos qu'on va pas diffuser maintenant, qu'on vous mettra en lien aussi. Si vous êtes intéressé par un petit peu le phénomène Fortnite, il y a des vidéos intéressantes qui travaillent sur la question du phénomène de Fortnite à travers la question de l'économie de l'attention. Si je dois prendre juste un exemple, Fortnite, pour pouvoir créer toute l'expérience utilisateur, donc toute l'expérience du joueur, c'est-à-dire les règles du jeu, ont été faites notamment avec le concours d'une psychologue française qui a été embauchée par la boîte pour vraiment réfléchir à comment garder les joueurs sur le jeu et à les faire rester le plus longtemps sur le jeu en fait, et à renouveler sans arrêt les parties. Voilà, il y a tout un tas de techniques qui ont été mises en place dans le jeu et qui ont fait que à un moment donné ce jeu est devenu aussi important. Voilà, donc on mettra les liens dans la description. Ensuite, donc troisième partie, notre notion qu'on doit vraiment définir avant de vraiment s'attaquer à la question des fake news, c'est la question de l'ère post-vérité. Alors là, on va passer un peu moins de temps là-dessus que pour les précédentes notions. On n'a pas de vidéo à vous montrer, mais en revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site de Wikipédia. Alors peut-être pas sur la page d'accueil, mais je vais essayer directement d'aller sur la définition. Voilà, tac. Donc voilà, on a une page Wikipédia qui parle de l'ère post-vérité. Alors, je vais pas tout vous lire, parce que là, on a vraiment toute l'histoire en fait liée. Alors, c'est assez long, un article bien renseigné, assez intéressant d'ailleurs, que je vous invite à lire. Et il y a 2 petites choses que j'ai envie de vous lire. Donc, les expressions ère post-vérité et plus rarement ère post-factuelle sont utilisées pour décrire l'évolution des interactions entre la politique et les médias au XXIe siècle, du fait de la montée en puissance de l'usage social d'Internet, notamment de la blogosphère et des réseaux sociaux. Apparu aux États-Unis en 2004 et utilisé depuis de façon équivalente, ces néologismes désignent plus particulièrement une culture politique au sein de laquelle les leaders politiques orientent les débats vers l'émotion,
en usant abondamment d'éléments de langage et en ignorant ou en faisant mine d'ignorer les faits et la nécessité d'y soumettre leurs argumentations, ceci à des fins électorales. Donc il y a vraiment cette notion que le fond des débats, c'est pas ça qui est important, ce qui va être important, ça va être la forme et les émotions, les idées, les formules qui sont dégagées. On comprend bien qu'il y a deux événements en particulier, donc là je vais cette fois-ci pas lire ce qui est indiqué sur la page de Wikipédia, mais il y a deux événements de particularité qui sont très connus, qui sont liés à l'ère post-vérité. C'est en premier lieu, toute la gouvernance de Trump. Trump, c'est un spécialiste absolu de l'ère post-vérité, voilà, des formules, des formulations. Et puis il y a un autre événement aussi qui a été étiqueté d'événements liés à l'ère post-vérité, c'est aussi la question du Brexit. Voilà. Donc on a en face de nous deux leaders charismatiques qui savaient très très bien manier le monde des idées et faire travailler l'émotion des gens qui ont voté pour eux. Et voilà, donc là c'est deux bons exemples par rapport à ça. Évidemment, lié à cette ère post-vérité, pour pouvoir justement faire appel aux émotions, la fake news, elle est au centre. C'est-à-dire que comme le dit la définition, on ne se base plus sur les faits, sur le fond, on va se baser sur les émotions. Donc qu'est-ce qui permet de faire travailler l'émotion des gens ? N'importe quelle information, qu'elle soit vraie ou fausse, ça va rien changer sur cette idée-là. Ce qui est important, c'est d'inonder d'informations. Et Trump, c'était un petit peu sa spécificité. Et donc si je fouille un petit peu dans l'article, je vais faire une petite recherche. Il y a un point particulier qui me semble intéressant. Donc là, en 2016-2021, il y a un passage, donc le mandat de Donald Trump, de janvier 2017 à janvier 2021, marque une étape à part entière du phénomène des fake news. Selon le Washington Post, on reviendra dessus après, en effet, le président en a émis plus de 20 000 jusqu'en juillet 2020 et plus de 30 000 à son départ de la Maison-Blanche. Voilà. Voilà, c'est ce qui est écrit sur cette page-là. Je reviendrai juste après pour vous montrer un exemple de façon de traiter, on va dire, une information. Juste avant de partir sur l'exploration du Washington Post, j'ai juste envie de vous dire quelque chose par rapport à cette page Wikipédia. Il y a un passage très intéressant, je trouve, lié au contexte historique, sur le fait que pendant une longue période, et encore aujourd'hui, mais pendant une longue période, ce qui faisait foi, on va dire, c'est marrant, ce qui était considéré comme la vérité, c'était la vérité de la parole de Dieu dans les différents pays, dans les différents contextes, dans les différents territoires, on va dire. Voilà. Après, petit à petit, il y a eu l'arrivée de la science, et donc il y a eu ce questionnement entre la religion et la science. Il y a des philosophes qui ont essayé de réconcilier un petit peu les deux, mais on est passé globalement, de manière générale, dans les sociétés occidentales, d'une société menée plutôt par la religion à une société menée plutôt par la science, en fait. Et donc, du coup, la notion de vérité, elle a basculé d'un domaine à un autre. Vous voyez, c'est quelque chose qui évolue de façon assez importante en fonction des époques. Donc déjà, quand on parle d'ère post-vérité, il faut évidemment bien réfléchir à quoi correspond le terme de vérité, et ce terme de vérité évolue en fonction des époques. Et donc, tel qu'il est employé actuellement, donc depuis 2004, avec Trump, avec Boris Johnson et ce genre de choses-là, on est en train de parler de l'ère post-vérité, mais à travers le prisme de la façon dont on considère la vérité aujourd'hui, ce qui est entremêlé un petit peu entre de la science, de la politique, peut-être un peu de religion, un ensemble de choses. Voilà. Donc ça, c'était important à comprendre. Donc plus concrètement, cette fois-ci, vraiment, on va partir de cet article-là. Je vais revenir sur mon fameux exemple du Washington Post. Et j'ai eu envie, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de creuser ce paragraphe-là, et donc d'aller voir un petit peu des informations sur le Washington Post. Donc qu'est-ce que c'est le Washington Post ? C'est un journal de la capitale des États-Unis. Je vous passe un petit peu rapidement les choses. Le centre de gravité était plutôt centre-gauche avant la mort de sa propriétaire Katharine Graham. Depuis, sous la direction de son fils, le journal se rapproche du centre droit, mais la ligne éditoriale reste centriste. Bon, déjà, ça me permet d'avoir un petit peu un contexte. Le journal qui a publié le fait que Trump aurait énoncé 20 000 fake news. Bon, on voit déjà que l'information a été relayée par un journal qui appartient à peu près avec une ligne éditoriale plutôt centriste, qui n'est pas forcément le même bord politique, on va dire, que celui de Trump. Si je creuse un petit peu plus bas, je vois quelque chose d'assez intéressant. C'est ici.
donc il y a marqué, à partir de 2013, il est la propriété du milliardaire Jeff Bezos, fondateur et président directeur général d'Amazon. Voilà, ça m'a un peu tu vois, interpellé, hein, Arto, ce genre de choses-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Google et j'ai tapé Bezos. Alors, on va écrire comme il faut. Bezos et Trump, juste comme ça, pour voir si déjà il y a des liens entre les deux. Dans les actualités, alors là on est chez Bing. Bon, en même temps c'est bien, ça marche aussi. Donc là je tape juste Bezos Trump et les articles que j'ai en premier c'est Amazon, Bezos s'en prend à Trump après la perte. Je vais cliquer. Oui, ok. Amazon, Bezos s'en prend à Trump après la perte d'un contrat à 10 milliards de dollars. Ok, donc vraisemblablement il y a déjà un petit problème entre Bezos et Trump. Ok, je clique, deuxième article, donc capital.fr, Bezos contre Trump, l'incroyable polar qui menace le patron d'Amazon. Oh là là, ça a l'air d'être assez compliqué entre ces deux-là. Bon, et ainsi de suite, on voit bien qu'il se passe des choses là, insultes, jalousie, piratage, Trump contre Bezos, bon voilà, il y a un problème. Donc, l'article qui explique que l'ère post-vérité, qui parle du fait que le Washington Post a dit que Trump avait balancé, entre guillemets, 20 000 fake news. Du coup, si on le remet un tout petit peu en perspective, on se rend compte que le Washington Post appartient à Jeff Bezos, qui lui est un peu en froid, si j'ai bien compris, avec Trump. Je vais arrêter là dans la démonstration. Je suis allé un petit peu plus loin que ça. J'ai essayé d'aller sur les sites internet du Washington Post et de faire des recherches sur Bezos pour savoir si à un moment donné ce journal était capable de dire du mal de Jeff Bezos, parce qu'après tout, le grand patron d'Amazon, tout n'est pas rose avec lui. Il y a des articles, des journaux qui parlent du bien comme du mal. Parfois, il y a des conditions de travail chez Amazon c'est un peu compliqué. Donc, j'ai essayé de faire des recherches sur le site du Washington Post et j'ai trouvé absolument aucun article. Enfin, il me semble, en tout cas, je suis tombé sur aucun article négatif sur Jeff Bezos. Ça, c'est bizarre, hein, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, quelque part, c'est pas si étonnant que ça, parce que le patron du Washington Post, c'est Jeff Bezos. Bon. Dernière chose que j'ai trouvée dans mes recherches liées vraiment à partir de cet article autour de la post-vérité, c'est que un ancien journaliste extrêmement important du Washington Post, qui a quitté le Washington Post, est en train, en ce moment, alors d'ailleurs, je vais taper, je crois qu'il s'appelle Monsieur Martin. Ça, je peux le taper, ça peut être intéressant. Non. Voilà, Martin Baron. Donc ce monsieur-là, en fait, donc c'est un journaliste américain, c'est écrit, je vous lis ce qui a marqué, hein, donc un journaliste américain, rédacteur en chef du Washington Post depuis le 31 décembre 2012, et qui est parti, on va dire, juste avant l'arrivée de Jeff Bezos. Donc il n'est pas resté très longtemps en fait au Washington Post, et donc c'est quelqu'un qui a gagné énormément de prix, voilà, qui a une notoriété, etc. Et donc je sais pas pourquoi j'ai fait cette recherche-là, mais j'ai tapé Martin Baron. Voilà, comme ça, si j'arrive, voilà. Et donc dans les actualités, sur quoi j'étais tombé? Alors là on voit effectivement l'autre personne qui a été. Alors, je vais essayer d'aller sur Google, on va voir. C'est marrant, le Microsoft Bing n'en parle pas trop. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a plusieurs articles sur ça, mais grosso modo, ce sur quoi je suis tombé, on le voit un petit peu marqué ici. Donc Martin Baron, en fait, est en train d'écrire un livre à propos de Trump, de Jeff Bezos et de l'avenir du journalisme. Voilà, je marque une petite pause. C'est pas inintéressant comme sujet quand même. Donc voilà, partant d'une simple information, on peut aller assez loin finalement dans les choses. C'est juste une des techniques qu'on emploiera et ce dont parlera Arto tout à l'heure vis-à-vis des fake news. Ensuite, je regarde mon petit plan. Donc nous avons parlé de l'ère post-vérité. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet enfin des fake news. Je vais, avant de laisser la parole à Arto qui présentera des exemples, qui vous donnera un petit peu quelques techniques et quelques astuces pour lutter contre les fake news, je vais vous montrer une petite vidéo. On va vous montrer une petite vidéo en fait qui définit déjà ce que sont les fake news. On a tellement entendu parler des fake news. Je mets une petite pause. Cette vidéo, en fait, elle provient de la chaîne Metamedia et elle s'appelle donc « Qu'est-ce que les fake news ?»
Pendant le Brexit ou l'élection de Trump, qu'évidemment maintenant, tout le monde sait ce que c'est et tout le monde sait comment ça marche. Eh bien non, on ne sait pas bien ce que c'est qu'une fake news, déjà parce qu'il n'y a pas de définition qui fait l'unanimité. Un des problèmes, c'est qu'on utilise une expression qui vient de l'anglais. News, ça veut dire information ou nouvelle. Fake, ça fait référence à une imitation, à une contrefaçon, et non pas à quelque chose qui serait faux ou erroné. Pour ça, l'anglais a un autre mot, c'est false. Donc on voit bien que l'un des critères qui constitue la fake news, c'est l'intentionnalité. Donc pour résumer, la fake news, c'est une information qui se fait passer pour vraie, mais qui ne l'est pas. Il faut bien distinguer la fake news de la rumeur ou encore de la satire. Par exemple, pendant la présidentielle de 2017, quand le Gorafi annonce que le Front National promet un retour aux sesterces, ça, c'est pas une fake news. Pourquoi ? Eh bien parce que le but, c'est pas de tromper ou d'influencer le lecteur, mais tout simplement de parodier l'information pour faire rire. Maintenant, on parle même de deepfake. Ce sont des vidéos qui sont modifiées à l'intelligence artificielle. On va y incruster le visage de quelqu'un et on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. President Trump is a total and complete dipshit. Le résultat est vraiment réaliste et même les plus avertis d'entre nous peuvent facilement se faire avoir. Alors bien sûr, le phénomène des fake news, ou ce qu'on pourrait appeler la désinformation, c'est pas nouveau. Les rumeurs, la diffamation, la propagande, ça a toujours existé. Mais ce qui est inédit, c'est la vitesse à laquelle les fake news se répandent et le nombre de personnes qu'elles touchent. C'est une vraie guerre de l'information dont les réseaux sociaux sont le premier champ de bataille. D'abord pour une question d'échelle, on parle de plateformes qui réunissent des milliards d'utilisateurs, donc on voit bien que la force de frappe est massive. Ensuite, parce que les plateformes sont régies par des algorithmes opaques qui nous proposent une sélection de contenu sur mesure. Le problème, c'est que ça a tendance à nous enfermer dans ce qu'on connaît déjà, pour ne pas dire ce à quoi on adhère. Donc c'est pas terrible pour l'ouverture et le pluralisme. Sans compter que ces algorithmes privilégient les contenus qui créent de l'engagement, qui font réagir. Et là encore, ça va favoriser les fake news qui justement font appel aux émotions pour attirer notre attention et donc nos clics. Ajoutez à ça... Qui fait appel à notre attention pour attirer nos clics en jouant sur nos émotions. Vraiment tous les termes dont on a un petit peu parlé lors des précédentes vidéos. L'économie des publications sponsorisées. Donc ça, c'est un système où les éditeurs ou des annonceurs vont payer la plateforme pour que leur contenu gagne en visibilité dans le fil d'actualité. Là, vous avez la recette d'une mécanique de désinformation en ligne ultra efficace et surtout très dangereuse. Le phénomène a atteint une telle ampleur que les pouvoirs publics ont jugé nécessaire d'intervenir. En France, par exemple, Emmanuel Macron a annoncé début 2018 un projet de loi sur les fake news qui est en cours de discussion et qui passera probablement durant l'été. Sur ce projet, les avis sont partagés, déjà parce qu'en France, il existe plusieurs lois, dont celle sur la liberté de la presse de 1881. Ensuite, parce qu'en faisant des plateformes des censeurs, des sortes d'arbitres de la vérité, il pourrait y avoir un danger pour la liberté d'expression. Donc l'heure est à la prudence et au débat. Il est évidemment urgent de réagir, d'autant que la désinformation qui sévit en ligne alimente une crise de confiance déjà profonde entre les citoyens et les médias, qui sont accusés d'être une élite déconnectée de la population. Donc là, il y a un véritable enjeu démocratique pour renouer le lien de proximité entre les citoyens et les journalistes. Cela passera par une remise en question de la part des médias, mais aussi par un effort de transparence dans la fabrication de l'info. Côté plateforme, c'est pas simple non plus, parce que leur statut d'hébergeur leur permet d'échapper à toute responsabilité éditoriale. Elles ont quand même commencé à agir à leur manière, en ajoutant par exemple des boutons pour signaler les fake news ou en créant des partenariats avec des médias. Mais tout ça, ce n'est pas suffisant. Il est essentiel aussi d'accélérer sur l'éducation aux médias, pour tous les citoyens et à tous les âges. Le but, c'est de leur donner les clés pour exercer leur esprit critique en leur apprenant par exemple à vérifier leurs sources d'informations en ligne, y compris l'authenticité des photos et des vidéos qui circulent sur les réseaux. La technologie peut d'ailleurs être une alliée dans ce combat, parce que si l'intelligence artificielle peut fabriquer des fakes, elle peut aussi nous aider à les repérer. Une chose est sûre, la lutte contre les fake news ne doit pas se limiter au fact-checking. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'enrayer leur propagation dès le début, en formant des citoyens autonomes et responsables dans leur manière de s'informer. Voilà, je m'arrête ici. Et je te laisse prendre la parole maintenant, Arthur. Ouais. Alors du coup, la question qu'on peut assez facilement se poser maintenant, c'est donc comment lutter en fait contre ces fake news. On a déjà eu beaucoup de réponses dans la vidéo qu'on vient de voir et même dans les vidéos précédentes. Donc là, je vais répéter un peu. Donc je vais lister, on va dire, quelques éléments. Donc déjà, identifier la source, on vient de le voir. Donc voilà, explorer le site assez en détail pour déjà essayer de comprendre quel est le but du site. Toujours dans la continuité, identifier l'auteur, voilà, savoir faire une recherche rapide pour savoir si déjà l'auteur existe, s'il est fiable tout simplement.
On peut également vérifier la date. Donc voilà, un article qui est assez vieux va pas forcément être encore d'actualité au moment où on regarde l'article, donc c'est important de vérifier la date. Quelque chose de plus personnel, c'est évaluer nos préjugés, parce que forcément, on l'a vu aussi dans les premières vidéos, nos propres opinions vont influencer le jugement qu'on va avoir sur l'information. On peut aussi essayer d'aller au-delà du titre, parce que comme on l'a vu aussi, le phénomène du putaclic, entre guillemets, avec les titres racoleurs et tout, vont essayer d'obtenir des clics, donc on peut essayer d'aller au-delà et de peut-être voir vraiment le contenu des articles. On peut essayer tout simplement de mettre en relief les différentes informations, donc compléter avec éventuellement d'autres sources, consulter d'autres liens pour essayer de mettre en perspective toutes les informations qu'on a. On peut aussi vérifier la vocation d'un site internet, parce qu'on peut aussi tomber sur de l'humour, ça aussi on l'a vu avant, avec l'Egographie, par exemple. Ouais, tu peux me montrer. Ouais, je vais vous montrer. Il y a une ligne éditoriale vraiment axée sur la satire, l'humour. Alors si on peut prendre quelques exemples, qu'est-ce qu'on avait qu'est-ce qu'on a on a vu tout à l'heure, on avait vu un qui était pas mal. Voilà, c'est ça. Pour faire face à la concurrence des bars, le musée du Louvre installera une tireuse à bière devant la Joconde. Voilà, bon, c'est un exemple d'article un petit peu accrocheur et en même temps on comprend assez rapidement qu'on a affaire à une petite blague en fait. Alors juste une petite parenthèse, la logographie, on comprend bien que c'est de l'envers de Le Figaro. Hein. J'alterne les deux, hein. Logographie, c'est un peu une satire du journal Le Figaro. Hein. Voilà. Je te laisse continuer. Attends, on va dire que ces titres-là ne peuvent pas être vraiment considérés comme des fake news en tant que tels. Alors sinon, il y a donc là, c'est des outils qu'on peut, on va dire, s'appliquer à soi-même, c'est-à-dire se dire, voilà, on fait ça ou ça. On peut aussi consulter des sites qui vont nous aider à identifier les fake news. Donc on a déjà un site assez important pour ça, c'est le Hoaxbuster. Voilà. Qui va essayer de, si je ne me trompe pas, de répertorier... C'est ça. En fait, quand vous tombez sur une fake news, enfin, ce qui vous paraît comme étant une fake news, et que vous voulez faire une recherche sur Internet, vous pouvez très bien taper le nom de la fake news. Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, même par exemple le Covid, là on vient de voir ça qui vient de défiler. Vous tapez Covid Hoaxbuster et vous aurez la liste de toutes les fake news qui sont liées au sujet du Covid. Voilà. Bon, on n'a pas envie de parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est encore compliqué, on n'a pas du tout de recul par rapport à ça. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, d'accord ? Donc il y a parfois des informations qui sont diffusées sur des réseaux sociaux, comme disait Arthur, en fait, de vérifier bien la date. Parfois, il y a des informations qui vont être diffusées cette année et qui datent d'il y a 5, 6, 7, 8 ans, même 10 ans parfois. Et donc, c'est sur Hoaxbuster, c'est un bon exemple, un bon endroit où on va pouvoir voir en fait la source vraiment de l'information, remonter en arrière et voir si c'est une fake ou si c'est du vrai. Voilà. Dans le même genre, on a Decodex, qui est un outil qui a été mis en place par Le Monde, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Voilà, pareil, sur le même principe. Chaque journal, je pense, du coup, certainement doit avoir son outil. Le Decodex, ça doit être un des premiers à être sorti en dehors de Hoaxbuster, mais je suppose que des journaux en général, ils doivent avoir leur outil. Ouais. Il y avait autre chose, du coup ? Et alors, il y avait aussi, du coup, sur Arte, il y a une émission qui passe aux alentours de 19h, si je ne me trompe pas, qui s'appelle 28 minutes, et où il y a une rubrique Désintox, en fait, où ils vont reprendre des informations d'actualité, on va dire, et qui vont le comment dire ? Décortiquer. Le décortiquer, ouais. Voilà, et mettre le vrai du faux, quoi. Voilà. Et toi, tu avais trouvé des exemples ? J'ai sélectionné 2 vidéos que je trouvais intéressantes, parce que là, en l'occurrence, en ce moment, ils parlent beaucoup du coronavirus, mais là, ça n'a rien à voir, c'est
C'est plus, on va dire, Habitué des de la fake news chaîne d'info. politiques. Donc là, c'est les étrangers grands profiteurs des allocations. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà dû entendre parler. Et c'est, on va dire, certaines voix politiques s'en servent, en tout cas dans leur campagne, notamment le Rassemblement national ou voilà, l'extrême droite pour leur discours. Donc là, c'est aussi intéressant d'avoir une autre lecture vis-à-vis de ça. Voilà. Je lance la vidéo du coup, on va la regarder. Pour CNews, Éric Zemmour y répète depuis plusieurs semaines un chiffre choc. 42%, vous m'entendez, presque la moitié des versements de la CAF est donnée à des étrangers. Je dis bien des étrangers, je ne dis pas des Français d'origine étrangère. Un propos largement repris par les internautes d'extrême droite depuis, mais totalement infondé. En effet, Éric Zemmour prétend s'appuyer sur les propos tenus par le magistrat Charles Prats dans le cadre de la commission d'enquête contre la fraude. Or, en évoquant ces 42%, ce dernier n'avait pas parlé d'étrangers, mais de personnes nées à l'étranger, ce qui n'est pas la même chose. En 2017, la CAF estimait ainsi que 10% des allocataires étaient de nationalité étrangère, très loin donc des 42% d'Éric Zemmour. Mais une intox en révèle une autre, car la statistique est aussi fausse concernant les personnes nées à l'étranger. Charles Prats s'est appuyé sur une réponse du gouvernement à une sénatrice indiquant que 5,3 millions de personnes nées à l'étranger avaient des droits ouverts aux prestations familiales. Un chiffre qu'il a rapporté aux 12,7 millions d'allocataires de la CNAF en 2018 pour arriver au total spectaculaire de 42%. Problème, cela revient à faire une règle de 3 avec des unités différentes. Les 5,3 millions étant des individus, alors que les 12,7 millions sont des foyers allocataires qui représentent pour certains plusieurs bénéficiaires. Ce qui rend le calcul et son résultat totalement disproportionnés, tout comme les propos du polémiste qui manie décidément mieux les mots que les chiffres. Voilà, là au moins c'est clair. Ouais. Donc, un autre exemple, peut-être un peu plus léger, on va dire, c'est sur la multiplication des grands tétras, où il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, une fausse information avait un peu envahi le net, on va dire. C'est un sujet qu'on a sélectionné parce qu'on trouvait ça intéressant dans le vol d'argent. Les tétras, il y a certains randonneurs qui ont rencontré des grands tétras. Part d'un oiseau rarissime, mais qu'on a vu partout en Europe. Il tombe nez à nez avec un grand tétra en pleine sortie ski de fond. C'est le titre de cet article du 17 janvier sur le site de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. À l'appui, une vidéo de cette sorte d'énorme poule noire qu'est le grand tétra dans une forêt enneigée. La vidéo a été filmée par un certain Gilles en Haute-Savoie, raconte l'article. L'information est reprise sur le site de média suisse Le Matin, qui décrit la saisissante rencontre entre le fameux Gilles qui a partagé la vidéo sur son profil Facebook et l'imposant oiseau. Plusieurs sites comme l'agrégateur de contenu MSN reprennent eux aussi l'information. Là où le bas blesse, c'est qu'avant la Haute-Savoie, on a pu lire dans des tweets ou même dans la presse transalpine le 16 janvier que la vidéo avait été filmée dans le nord de l'Italie. Si l'on remonte encore un peu dans le temps, on retrouve cette même vidéo, mais cette fois en Espagne, à en croire les messages d'internautes partagés plus de 10 000 fois depuis le 13 janvier. Le grand tétras serait-il un oiseau migrateur ? C'est ce qu'on peut facilement être amené à croire quand on réalise que CNews écrit de son côté que la vidéo vient de Tchéquie. De fait, un compte Facebook tchèque a bien diffusé la vidéo le 12 janvier, tout en précisant ne pas en être l'auteur. La traque de ce grand tétras nous ramène en fait en France. L'association Groupe Tétra Jura le confirme à Désintox. C'est dans le massif jurassien que cette vidéo voyageuse a été enregistrée. L'auteur l'a d'abord partagée sur son profil Facebook au début du mois de janvier, nous explique-t-on. 3 semaines plus tard, on l'a retrouvée dans la moitié des montagnes européennes. Très bon exemple. Voilà. Alors, ensuite, du coup, on avait d'autres exemples à vous montrer. Je vais reprendre un petit peu la parole sur ça. Je dis rien, je diffuse. Je trouve ça. Donc voilà, 147 ados japonais se suicident en gobant une poche de silicone pour protester contre la sortie tardive d'un jeu vidéo. Libération et France 2, donc il y a aussi Libération, qui sont tombés dans le panneau. Donc là, l'information, vraisemblablement sur Blockbuster, elle date de 2004. Donc ça commence à dater un petit peu. Mais c'est un cas d'école, donc je trouvais ça intéressant de montrer.
Donc tout commence par une brève. En fait, pour vous expliquer, je vais vous résumer. À la limite, on vous mettra le lien pour vraiment étudier la question. Mais en gros, c'est juste un journaliste de jeux vidéo qui a fait une petite blague simplement parce que vous voyez l'image que vous avez en face de vous au niveau de l'écran. Je vais vérifier que ça s'affiche bien correctement. Ouais, c'est bon. Voilà, ça c'est un des personnages du jeu de bagarre. En fait, il s'appelle Dead or Alive. Donc c'est un jeu de bagarre qui est sorti sur console et qui a été repoussé en fait. Et donc pour faire une petite blague, le journaliste il a simplement indiqué que voilà, pour protester contre le fait que la sortie du jeu a été repoussée au Japon, 147 ados japonais se sont suicidés en gobant des poches de silicone. Le silicone faisant référence bien évidemment à ce que nous voyons sur cette image. Voilà, donc c'est parti de là, c'est allé sur Libération et ça a terminé sur France Télévisions. Et donc France Télévisions a récupéré cette information-là en fait pour déjà je sais pas, dans la façon dont vous avez perçu ça, vous, moi je vais définir la façon dont moi je l'aperçois. Donc faire un rapprochement de suite immédiat entre les jeux vidéo et les suicides, premier truc. Et vraiment, traduire le titre du jeu en mort ou vif, faire intervenir un japonais qui dit qu'il aime bien les jeux de bagarre et les jeux de tir parce que c'est simple et l'objectif est efficace, rattacher ça vraiment à un problème de suicide au Japon, et faire un sujet donc sur la question qui est importante du suicide. Et donc du coup il y a un espèce de raccourci qui est fait et qui est basé à partir d'une fake news pour appuyer un discours qui est le discours de cette émission qui essaie de faire vraiment le rapprochement entre les jeux vidéo et les suicides. Voilà. Il n'y a pas du tout dans le reportage, après, en le regardant même en entier, enfin c'est même pas un reportage, c'est une brève, hein, il n'y a pas du tout de référence à des études, il n'y a pas du tout, voilà, c'est vraiment, ils partent d'un fait qui est faux et le rapprochent d'une idée pour pouvoir en faire un discours. Donc là on est typiquement dans une création, une extrapolation de fake news, et en fait, à force de marteler en permanence ce genre de raccourci, en fait, ça crée un précédent dans l'imaginaire, ça crée un biais cognitif, en fait, on peut le dire ça comme ça crée un biais cognitif au niveau de la population, surtout quand c'est diffusé sur des grandes chaînes comme ça, et du coup, quand on va reparler des jeux vidéo par la suite, ou quand on reparlera de la violence, ou quand il y aura un événement important qui sera lié à une fusillade, on va refaire le rapprochement vis-à-vis des jeux vidéo, et du coup, forcément, ça va... On a vu ce reportage-là, c'est resté quelque part dans notre tête, et ça ressort, et petit à petit, on se forge une idée comme ça des jeux vidéo qui va être vraiment complètement fabriquée par une mise en association d'idées qui sont issues de données fausses au départ. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un lien entre tout ça, mais on comprend bien que là, dans cet exemple que je donne là, dans cette extrapolation que je donne là, on est vraiment sur quelque chose qui est fabriqué en fait, et qui n'est pas appuyé sur des recherches et des réflexions. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que tu en penses, Arthur. Sur ce sujet-là ? Ouais, tu es d'accord avec ce que je dis ? Ouais. Voilà. Alors, moi, ce qui me fait réagir par rapport à ça, c'est que je joue aux jeux vidéo depuis que je suis enfant, et donc du coup, j'ai mes propres biais cognitifs à moi, en fait, qui me font réagir de façon assez virulente quand je vois ce genre de choses. Voilà. Donc, on a un bon exemple aussi de l'influence de nos biais cognitifs sur la perception d'événements ou de fake news qui vont complètement être différents chez les uns ou chez les autres. Voilà. Quand bien même, des gens qui auraient une vision un peu plus détachée des jeux vidéo pourraient se dire, oui, d'accord, ça c'est de la fake news, mais quand même, à un moment donné, ça sera pour être intéressant de vraiment faire des recherches et essayer de voir s'il n'y a pas quand même un lien entre le suicide et les jeux vidéo au Japon, parce que les Japonais ont tendance à s'enfermer très facilement dans des choses et peut-être se confortent dans des choses qui les amènent petit à petit. Bon voilà, c'est ok, mais bon. Tout ça pour dire que on a un bon exemple de biais qui peut influencer sur les sujets vers lesquels à un moment donné on va s'orienter. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah oui, donc autre point que nous voulions évoquer aujourd'hui, qui est un point, en fait, donc ça c'était plus avec Léo G1 au départ qu'on avait réfléchi à évoquer cette question-là comme exemple au niveau pour la question des fake news. Je vais cliquer sur le lien, on va directement partir de là. Voilà, donc voici pour l'article.
Donc, le titre de l'article, qui a été donc publié en 2019, en janvier 2019, sur le site internet de La Tribune, donc Auvergne-Rhône-Alpes, c'est les fake news contre l'homéopathie et Boiron, ça suffit. Donc là, c'est une phrase, donc une citation de Valérie Poinceau, qui est donc en charge de laboratoire Boiron. Voilà. Donc au départ, avec Léo, donc qui n'est pas là aujourd'hui, on s'était posé la question de est-ce qu'il y a des grands sujets comme ça où en fait c'est finalement tellement complexe que on sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et donc un sujet qui est ressorti, c'était le sujet de l'homéopathie. Donc on n'a absolument pas envie, nous aujourd'hui, de donner notre avis définitif sur ça. On n'a pas d'avis forcément définitif. On trouvait que c'était un bon exemple. Et dans cette même démarche de recherche qu'on a eue vis-à-vis du Washington Post un peu plus tôt dans la vidéo, on a effectuer aussi ce travail-là de détecter les choses vis-à-vis de cette information-là autour de l'homéopathie. Donc, si je reprends cet article, les fake news contre l'homéopathie et Boiron, ça suffit. Je ne vais pas vous le lire en entier, je vous laisserai l'occasion, pareil, on mettra les liens, vous pourrez prendre le temps de le lire. Il y a juste une chose qui ressort dans cet article, à un moment donné. Là, cette fois-ci, je vais vous lire toute cette partie-là. Donc, la question qui est posée donc à Valérie Poinceau. Alors Valérie Poinceau, c'est qui? Elle a été nommée à la direction générale des laboratoires Boiron. Voilà. Donc la question qui lui est posée à un moment donné, c'est ciblé dans une tribune parue cet été dans la presse contre les médecines alternatives, Boiron a jusque-là plutôt fait le dos rond. Vous comptez lancer la contre-attaque? Et donc la réponse, c'est une nécessité. L'entreprise est attaquée. Je dis entre parenthèses attaquée par des news, on va dire, voilà, on va dire ça comme ça, attaqué par des news qui indiquent qu'il y a beaucoup d'études qui sont publiées par des scientifiques et qui prouveraient que les médicaments homéopathiques ne serviraient à rien. Voilà, ne seraient pas efficaces et surtout qu'il faudrait les enlever du remboursement de la sécurité sociale. Donc il y a un vrai enjeu par rapport à ça. Voilà. Donc sa réponse, c'est une nécessité, l'entreprise est attaquée, nous devons donc nous mobiliser pour faire entendre notre voix. Car il faut arrêter de dire n'importe quoi. Les fake news contre l'homéopathie, donc les fake news contre l'homéopathie et Boiron, ça suffit. C'est faux de dire que l'homéopathie est inefficace et qu'il n'y a pas de recherche menée sur cette médecine. Des études, à l'image de l'étude EPI 3, donc là je l'ai surligné, donc c'est écrit ici, ah non c'est rouge, ok. Donc des études, à l'image de l'étude EPI 3, réalisée auprès de 8000 patients, a démontré les bénéfices de l'homéopathie qui permet une baisse de la consommation d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et de psychotropes. Je déplore qu'il y ait encore une véritable méconnaissance des spécificités du médicament homéopathique. Bon, voilà, ça c'est la phrase. Alors, je vais juste m'arrêter quand même bien sur la formulation, c'est très très important la formulation. Donc, à démontrer les bénéfices de l'homéopathie qui permet une baisse de la consommation d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et de psychotropes. Donc là, à aucun moment donné, elle dit dans cette phrase, tu m'arrêtes Arthur si je me trompe, à aucun moment donné, elle dit dans cette phrase que l'homéopathie c'est efficace. Elle dit juste que ça permet une baisse de la consommation d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et de psychotropes. Ouais, et que l'homéopathie est bénéfique par rapport à ça. Voilà. Ensuite, la phrase d'après, c'est « Je déplore qu'il y ait encore une véritable méconnaissance des spécificités du médicament homéopathique ». Alors là, par contre, voilà, cette phrase, je la redis encore une fois, je déplore qu'il y ait encore une véritable méconnaissance des spécificités du médicament homéopathique. Bon. Moi, je suis parti de là, on est parti de EPI 3, on a commencé à faire une recherche. On a tapé EPI 3, même sur Google, etc. Donc vous voyez vraiment logique de base, elle évoque une étude qui s'appelle l'étude EPI 3. Et donc là je vous fais un petit peu le résumé, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mettre de jugement là-dessus. Donc EPI 3 en fait en réalité c'est pas vraiment une étude, c'est un ensemble de 9 études, je crois, qui ont été réalisées sur le territoire français par des laboratoires indépendants. Voilà, mais qui ont été financées cette étude par les laboratoires Boiron. Donc, oui, d'accord, c'est les laboratoires Boiron qui ont financé cette étude, mais comme elle a fait appel à un laboratoire indépendant, le laboratoire indépendant, il met en place son étude, il donne des recommandations à la fin de l'étude, et on peut considérer, si le travail est fait de façon sérieuse, que les conclusions de cette étude sont sérieuses. Et donc, au fil des études, des recherches, je suis tombé sur des sites internet qui étaient contre l'homéopathie, qui du coup avaient un discours vraiment assez engagé, assez dans les émotions vis-à-vis de l'homéopathie. Il y a eu des arguments sur ces fameuses études
qui ont été publiées, qui ont été faites, il y aurait des centaines d'études qui ont été réalisées pour prouver que l'homéopathie ça fonctionnait pas. Bon voilà, ça je vais pas détailler ça, c'est un travail que si vous êtes intéressé par le sujet que je vous conseille de faire, c'est toute la démarche en fait de la recherche des fake news. Il y a juste un article sur lequel je voudrais m'arrêter. Alors je vais le retrouver. Voilà. Donc c'est un article qui est issu donc de ce site internet qui s'appelle Association Loi 1901 Collectif Fake Med. Alors je vais pas m'attarder sur l'ensemble du contenu. Pourquoi? Parce que on comprend bien rien qu'en regardant ce site internet là que il considère vraisemblablement l'homéopathie comme de la fake news. D'accord? Le titre, par exemple, le communiqué du presse du 25 octobre 2018, non, EPI3 ne démontre pas l'efficacité de l'homéopathie. Bon, moi il y a juste quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Donc, il rappelle en fait vraiment que EPI3 est une série de 9 études observationnelles financées par le laboratoire pharmaceutique Boron à hauteur de 6 millions d'euros. Donc ça, c'est toujours intéressant à savoir. Visant à étudier le profil de prescription, donc caractéristiques des pathologies, patients et prescripteurs, de pratiques dites complémentaires incluant l'homéopathie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment effectivement quand je suis allé sur les sites où sont publiées cette fameuse étude, c'est vraiment la façon dont c'est décrit. Il y a juste du coup une phrase qui est extrêmement importante, que je vais surligner ici, que je vais vous lire. Donc là, c'est vraiment une citation, d'accord? Donc si je vais dans les sources ici, un peu plus bas, donc c'est vraiment une citation qui est issue du texte, donc du rapport rédigé par le laboratoire indépendant qui a mené cette étude EPI3 financée à hauteur de 6 millions d'euros par le laboratoire Boron. Donc la citation, donc qui est un peu la conclusion finalement de cette étude, c'est « Les résultats de notre étude ne peuvent pas être interprétés comme une preuve d'efficacité comparée entre les soins conventionnels et homéopathiques. » Voilà, je vais le relire une dernière fois. « Les résultats de notre étude ne peuvent pas être interprétés comme une preuve d'efficacité comparée entre les soins conventionnels et homéopathiques. » Voilà, donc il y a une dissonance cognitive finalement, pour reprendre un petit peu la question des biais de ce dont on a parlé tout au début. Il y a en fait une dissonance cognitive entre la façon dont c'est formulé ici, donc sachant que la dame qui parle, donc Valérie Poinceau, n'a pas non plus dit que l'homéopathie était efficace, hein. Elle dit juste que l'homéopathie induit une baisse de consommation d'antibiotiques. En réalité, pour l'avoir étudié, le sujet là, ce qu'elle veut dire, en fait, en tout cas moi, la façon dont moi je l'ai interprété, c'était que, en fait, l'homéopathie, ça s'inscrit dans un parcours où il y a un médecin qui va prescrire de l'homéopathie à des patients, et donc du coup, il y a un parcours quand on parle de parcours, c'est aussi qu'il y a un aspect discussion, il y a plusieurs entretiens, entre guillemets, entre le médecin et le patient, et donc c'est ce parcours-là qui fait qu'à un moment donné, il y a certains résultats positifs qui ont été donnés, et donc du coup, en prescrivant plutôt de l'homéopathie que des antibiotiques, des anti-inflammatoires, etc., ben oui, sur des patients sur lesquels ça aurait fonctionné, du coup, oui, ça a conduit à une baisse de la consommation d'antibiotiques, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que le médicament en lui-même a été efficace, c'est peut-être le parcours qui a permis en fait à moins de consommer de médicaments et qui est arrivé à certains résultats en fait. Voilà. Et c'est ça qui a été analysé, si je reviens sur ce site-là, c'est ça qui a été analysé en réalité dans l'étude, c'est de savoir si vraiment le parcours médecin, patient, médicament est pertinent vis-à-vis d'un parcours traditionnel et des médicaments traditionnels. Sauf que je vais relire la phrase. C'est ça. Je vais relire la phrase. Donc, les résultats de notre étude ne peuvent pas être interprétés comme une preuve d'efficacité comparée entre les soins conventionnels et les soins homéopathiques. Voilà. Donc, je m'arrête là. Bien sûr que ce travail-là que nous avons effectué sur l'homéopathie, il faudrait le creuser beaucoup plus, mais c'est justement à partir du moment où on a un sujet qui est controversé comme ça, un sujet complexe comme ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faut vraiment, vraiment prendre le temps de bien creuser tous ces sujets-là et pas s'arrêter à ses propres valeurs qui sont soit pour l'homéopathie, soit contre l'homéopathie, soit avec d'autres positionnements. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc en fait. Donc voilà. C'est toujours intéressant de comparer en fait l'information et les faits. Et donc la raison pour laquelle on a pris cet exemple-là, c'est aussi parce que
la dame, enfin, dans cet article-là, on a même une ambiguïté, on garde toujours cette ambiguïté vis-à-vis de l'homéopathie, et en réalité, dans les recherches que j'ai effectuées, je suis tombé sur cette espèce d'opposition dans les deux camps, en fait, de biais, où les défenseurs de l'homéopathie, systématiquement, ils vont sortir, ils vont dire, oui, mais il y a une étude qui s'appelle EPI3 qui prouve que l'homéopathie, ça marche. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce que prouve cette étude-là. Cette étude, elle prouve rien, elle montre juste qu'au contraire, justement, ça permet pas de savoir si ça marche ou pas, en fait. Donc, d'un côté, il y a cet argument-là qui est donné, et d'un autre côté, tous les gens qui ont des arguments en disant, oh, mais l'homéopathie, ça sert à rien, c'est comme du placebo, etc., etc. Là, c'est pareil. C'est, ok, d'accord, on va entendre ça, mais ça, il faut le vérifier, il faut aller chercher des études, etc., etc., etc. Donc, juste pour conclure avec cette question de l'homéopathie, on a trouvé une vidéo, donc, qui a été diffusée sur Le Monde et qui est, je trouve, assez intéressante, assez subtile et qui assez neutre, je dirais, et qui traite bien de ce sujet-là. On va vous la montrer maintenant. Voilà. Je sais pas si ça va. Ouais, c'est bon. Ces petits tubes colorés, vous les avez probablement déjà vus. En arrière-plan. Voilà. Tac. Ces petits tubes colorés, vous les avez probablement déjà vus. Arum triphyllum. Callium phosphoricum. Arnica montana. Lycopodium clavatum. Rhus toxicodendron. Passiflora composé. C'est comment ? Sous leurs airs de bonbons Harry Potter, ce sont en fait des médicaments homéopathiques. Et si vous êtes français, il y a une chance sur deux pour que vous en ayez pris au moins une fois dans votre vie. Le problème, c'est que cette popularité énerve beaucoup certains partisans de la médecine conventionnelle. Récemment, plusieurs milliers d'entre eux ont signé une tribune dans laquelle ils dénoncent l'absence totale de fondement scientifique de l'homéopathie, ravivant un débat vieux de près de 200 ans. Alors, l'homéopathie permet-elle de soigner les gens ? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à cet homme, Samuel Hahnemann. Avant de finir ici, Hahnemann était médecin en Allemagne au XVIIIe siècle, c'est-à-dire dans un monde où la médecine, c'était un peu n'importe quoi. Que l'on souffre d'une infection ou d'un simple malaise, le premier réflexe de la plupart des médecins de l'époque, c'était par exemple de pratiquer la saignée, c'est-à-dire le fait de volontairement faire couler le sang des patients. Ce qui avait plus tendance à aggraver l'état des malades qu'autre chose. Bref, Hahnemann n'est pas vraiment convaincu par l'efficacité de la médecine pratiquée à l'époque. Lui, ce qu'il voudrait, c'est un moyen plus naturel et moins agressif de soigner les gens. Il se met donc au travail, et en 1810, il publie L'Organon de l'art de guérir, dans lequel il expose les principes fondamentaux de l'homéopathie. Le premier de ces principes, c'est celui de l'individualisation. Il affirme qu'il ne faut jamais traiter seulement une maladie avec des symptômes déjà identifiés, mais toujours un patient dans sa globalité. Autre loi fondamentale en homéopathie, le semblable guérit le semblable. Pour traiter un symptôme, il faut utiliser des ingrédients qui sont à l'origine réputés pour causer les symptômes que l'on souhaite soigner. Par exemple, pour soigner la fièvre, on utilise un médicament homéopathique à base de plantes de belladonna, aussi connu pour causer la fièvre. Mais s'il y a un fondement de l'homéopathie qu'il faut bien comprendre, c'est celui de la potentialisation. L'idée, c'est que pour activer les effets des ingrédients, il faut les diluer. Voici comment on procède. D'abord, on commence par dissoudre l'ingrédient désiré dans un solvant, comme par exemple de l'eau ou de l'alcool. On prélève ensuite une dose de la solution obtenue, puis on la dilue dans 99 doses de solvant. On agite, et on obtient alors ce qu'on appelle une dilution 1CH. Si on répète ce même processus avec la solution obtenue, on obtient une dilution 2CH, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le degré de dilution souhaité. Hahnemann préconisait par exemple un degré de dilution de 30CH. Pour vous donner une idée, une dilution 9CH correspond à la dilution d'une goutte d'eau dans le lac Léman. Et pour une dilution 13CH, imaginez une goutte d'eau dans la totalité des océans de la planète. C'est principalement pour cette raison que l'homéopathie est la cible de tant de critiques. Du point de vue de la physique, de tels niveaux de dilution n'ont aucun sens. Dans la plupart des remèdes homéopathiques, il ne reste tout simplement plus le moindre atome de l'ingrédient d'origine. Alors, comment l'homéopathie explique-t-elle un tel paradoxe ? Eh bien, elle ne le fait pas. On n'a pas fait la preuve de la manière dont ça agissait l'homéopathie. On sait que ça agit, on ne sait pas comment. Il y a 30 ans, l'homéopathie a pourtant cru avoir trouvé les réponses à ces questions,
grâce à une découverte scientifique révolutionnaire, la mémoire de l'eau. Polémique autour d'une découverte faite par un Français, le professeur Benveniste, qui serait arrivé à la conclusion que l'eau conserve en mémoire la trace de toute substance ou molécule qui l'ont habitée, même lorsque celles-ci ont été diluées à l'extrême. Je vous épargne les détails, mais en gros, après une énorme controverse et des soupçons de fraude scientifique, les découvertes du professeur Benveniste ont été invalidées. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment sont censés fonctionner les remèdes homéopathiques. Mais ce qui est encore plus embêtant, c'est qu'on ne sait toujours pas si ils fonctionnent. Au cours des 30 dernières années, des centaines d'études scientifiques ont été menées pour tenter de prouver l'efficacité des médicaments homéopathiques. Jusqu'aujourd'hui, aucune n'y est arrivée. Alors les homéopathes affirment que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves que ça signifie que ça ne marche pas. Et ils ont raison. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Si on y réfléchit, c'est un peu comme Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la preuve qu'il existe qu'on a la preuve qu'il n'existe pas. Mais le résultat de cette réflexion, c'est qu'il n'y a plus vraiment de débat possible. L'homéopathie devient une question de croyance et non plus de science. Mais ce serait oublier qu'il n'y a pas que les médicaments qui permettent de soigner les gens. Quand on a un chagrin dans la vie, depuis l'Antiquité, on sait qu'en parler à quelqu'un, ça va mieux. Voici Bruno Falissard. Il est psychiatre et biostatisticien et il a travaillé sur plusieurs rapports d'évaluation de l'efficacité des thérapies non conventionnelles pour le ministère de la Santé. Vous voyez ça avec un enfant. Un enfant, il tombe par terre, il se fait mal. Vous le prenez dans vos bras, vous le consolez, il a moins mal. S'occuper des gens quand ils sont en souffrance participe aux soins. Ce que Bruno décrit, c'est un phénomène fascinant que l'on appelle l'effet placebo. En gros, c'est la capacité qu'a notre cerveau à nous soigner, indépendamment d'un quelconque médicament, et uniquement grâce à ce qu'on appelle un placebo. Un placebo, c'est tout simplement quelque chose qui n'a pas d'efficacité au sens chimique du terme. Ça peut aller d'une simple conversation avec un patient à l'administration de faux médicaments qui n'ont, en soi, aucun effet. Depuis les années 50, l'effet placebo a fait l'objet de plusieurs centaines d'études. Une chose est sûre, il est bien réel. Et comme l'homéopathie est au moins un placebo, ça signifie que même si ce n'est que du sucre, l'homéopathie peut soigner les gens. Le problème, c'est qu'elle peut aussi ne pas les soigner. Voici ce qui est arrivé à Steve Jobs, l'ancien patron d'Apple. Atteint d'un cancer du pancréas, d'une tumeur a priori opérable, il a choisi de retarder l'intervention chirurgicale et de se soigner grâce aux médecines alternatives. Malheureusement, quelques années plus tard, Apple is confirming that Steve Jobs has passed away. An American Edison has died. A leading light of the digital age, a visionary, an icon. En France, il faut préciser que ce risque est limité car les homéopathes suivent les mêmes formations et sont diplômés des mêmes universités que les médecins conventionnels. Si un patient atteint d'un cancer vient voir un homéopathe, on peut donc raisonnablement s'attendre à ce qu'il l'envoie vers un cancérologue. Mais au-delà de l'efficacité, l'homéopathie suscite aujourd'hui un débat surtout philosophique. D'un côté, il y a les tenants d'une posture éthique. Quand on dilue des milliers de fois une molécule de, je ne sais pas, de foie de canard ou de blaireau écrasé, ben il reste rien. Et que donc ce qu'on vend aux patients, c'est rien, c'est du vent. Et en tant que médecin, ça me pose problème. On veut donner du pouvoir aux patients. Et donner du pouvoir aux patients, déjà, ça commence par ne pas lui mentir. Et face à eux, il y a ceux qui ont une posture plus pragmatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi certains patients y trouvent leur compte. En quoi la relation médecin-malade, induite par l'homéopathe, peut-être qu'elle est supérieure à la relation médecin-malade que moi j'ai avec mes patients. Selon Bruno, la médecine occidentale est peut-être trop obsédée par le corps et la biologie au détriment de l'esprit. Ben, c'est un euphémisme, hein. Si vous prenez l'enseignement des 2 premiers cycles d'études médicales, vous avez en gros 600 heures de cours de biologie si vous incluez l'anatomie, la physiologie, la phytologie, etc. Et vous avez entre 5 et 20 heures de cours de psychologie médicale. Voilà. On a de plus en plus de maladies chroniques dont on ne sait pas pourquoi elles résistent, pourquoi les patients ne prennent pas leur traitement. Et ce n'est pas la biologie qui peut vous expliquer pourquoi un patient ne prend plus son traitement. Et là, peut-être que la psychologie médicale, bien entendu, elle va nous aider à faire mieux. Même si les granules d'homéopathie ne sont que du sucre, c'est probablement au-delà de ces remèdes que réside l'intérêt de l'homéopathie, dans un domaine où les scientifiques ont encore beaucoup à apprendre.
Voilà donc une vidéo qui questionne aussi cette notion de vérité. La vérité, elle est différente suivant les personnes, elle est parfois même ailleurs. Est-ce qu'on avait encore autre chose à montrer? Mais oui, bien sûr. Il fallait qu'on montre cette vidéo qui est censée conclure, on va dire. Qui est censée conclure notre séance d'aujourd'hui. Je vais la lancer maintenant, moins que tu voulais peut-être dire des choses avant, ou ça sera peut-être après? Peut-être après, ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Je vais vous donner 5 conseils pour trouver de chez vous, avec votre téléphone, avec votre ordinateur, la réponse à des questions de désinformation, pour comprendre d'où ça vient. Le premier conseil, c'est le plus simple. Il faut regarder. Il faut écouter une photo, une vidéo. Souvent, il y a dedans les indices pour comprendre si la légende qu'on met avec cette photo ou cette vidéo est bien vraie. On a travaillé il n'y a pas longtemps sur une vidéo qui tournait sur Facebook pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui disait que des Gilets jaunes étaient entrés à l'Élysée. Si on regarde rapidement la vidéo, on peut se dire tiens, c'est un bâtiment officiel, ça a vraiment l'air d'être l'Élysée, ça a l'air crédible. Mais si on la regarde dans le détail, si on s'arrête, si on regarde image par image, ce que vous pouvez tous faire, qu'est-ce qu'on voit? À un moment, on voit qu'il y a écrit préfecture de l'Aube sur le bâtiment. Ça, c'est un conseil qu'il faut tout le temps suivre, tout le temps regarder dans le détail les photos, les vidéos, les écouter précisément, parce que 50% du temps, vous allez avoir la réponse à vos questions sans même passer par une aide extérieure. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est de regarder les commentaires pour chaque photo, pour chaque vidéo que vous avez sur Internet. On était tombé pendant les Gilets jaunes sur la photo d'un gendarme et il y avait un petit message avec écrit « Ne lâchez rien ». Dans les commentaires, il y avait d'ores et déjà écrit « Ça date de 2016, ça date d'une autre histoire ». On a vérifié, on a été sur Google tout simplement, on avait tapé « Gendarme, ne lâchez rien » et on retombait sur cette image partagée en 2016, on savait que ça ne concernait pas les Gilets jaunes. Le troisième conseil, c'est quand vous avez un doute sur une histoire, vous pouvez essayer de regarder d'où vient cette histoire en tapant le texte ou la légende de cette photo, de cette vidéo, en la retapant dans un moteur de recherche. Récemment, on a eu l'histoire de Brigitte Macron se paye une maquilleuse à 10 000 €. On a tapé le titre exact de l'information qui était soumise dans Google et on est retombé sur le site Nordpresse. Nordpresse, c'est un site satirique. On a vu que c'était une histoire qui était totalement inventée. On a pu dire tout simplement, cette histoire est fausse. Ça, c'est quelque chose qui va marcher très souvent parce que vous allez avoir des sites qui vont se copier des uns aux autres et qui vont essayer de vous tromper comme ça. Ils font pas beaucoup d'efforts. Vous pouvez juste copier-coller le titre, copier-coller la légende et essayer de voir d'où ça vient. Le quatrième conseil, ça va être le conseil le plus général, mais le plus important, c'est la prudence. Quand vous ne savez pas, quand vous avez un doute, il ne faut pas partager avant d'avoir essayé de savoir de quoi il en retournait. Vous prenez un texte qui vous est soumis, une photo, une vidéo, vous regardez s'il y a une légende, s'il y a une source, s'il y a une date, s'il y a un lieu d'origine, s'il y a écrit « partagé en masse », ça va être supprimé dans quelques instants, commencez à allumer les warnings. Ça veut dire que potentiellement, on essaye de vous tromper. Il faut être plus malin que les gens qui essayent de vous tromper. Il faut donc essayer de voir d'où ça vient. Le dernier conseil qu'on va vous donner, c'est ce qui paraît le plus technique et en même temps c'est le plus simple, c'est la recherche d'images inversées. Il y a plein d'images, plein de vidéos sur lesquelles ça va marcher. Vous allez pouvoir tout simplement vous faire une idée pour savoir si telle ou telle image vient ou pas des Gilets jaunes. Nous, on a travaillé sur cette image d'une dame en sang dans une manifestation. On a l'impression que c'est récent, on voit que c'est à Paris, on se dit que c'est peut-être les Gilets jaunes. Quand on la passe dans ce moteur de recherche d'images inversées, tout de suite, on comprend que ça ne vient pas des Gilets jaunes, on comprend que ça vient des manifs contre la loi travail il y a 2 ans, que les Gilets jaunes n'existaient pas. Ça, c'est un moyen simple et efficace pour éviter de vous faire avoir par ces images trompeuses. Tu avais quelques remarques à faire peut-être? Juste, voilà, cette vidéo finalement, elle résume assez bien tout ce qu'on a pu dire auparavant. Ouais, tout à fait. En fait, voilà, il y a tout un tas d'outils, tout un tas de réflexes à garder pour pouvoir vraiment lutter contre les fake news. Ce dont on a parlé un petit peu précédemment, donc sur les exemples qu'on a donnés sur l'homéopathie, on n'est pas tout à fait nécessairement dans la fake news, même si le terme a été évoqué dans l'article. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les fake news, elles vont alimenter elles vont soit nous conforter dans nos opinions, soit alimenter un débat qu'on a dans notre tête ou avec les gens, et donc du coup faire appel à tous les biais cognitifs qu'on a, justement pour boucler sur notre séance. Vraiment l'idée c'est de bien mettre en œuvre
collectivement, en fait, ensemble, de bien confronter, en fait, quand on a une information, d'en parler avec les autres pour voir un petit peu, ah ouais, mais t'as pas vu, regarde là, cette photo qui est publiée, en fait, ça n'a rien à voir, tu vois bien, il y a un truc bizarre là. Voilà, d'avoir cet esprit collectif, justement, pour essayer de lutter contre tout ça, d'avoir cet esprit collectif pour essayer aussi de lutter contre nos propres biais, en fait, et de remettre un petit peu en perspective nos croyances, de pouvoir les remettre en cause et de pas forcément, en remettant en cause nos croyances, remettre en cause notre identité, ce qui fait ce qu'on est, en fait. Et voilà. Je pense qu'on peut peut-être conclure sur ces quelques mots là, voilà, en espérant que tout ça vous a intéressé. Dans tous les cas, on fera tout pour mettre en description les liens. Si jamais vous avez des commentaires ou d'autres liens à nous donner, profitez de l'espace commentaire sur YouTube pour mettre vos commentaires et voilà. On tentera de publier d'autres articles sur le sujet des fake news. Nous avons d'autres animations aussi proposées sur ce cycle-là. Je ne vais pas les annoncer maintenant parce que la vidéo sera publiée peut-être un peu après les séances, mais du moins voilà, on aura d'autres contenus qu'on publiera sur les réseaux. Voilà, merci pour votre attention. Merci à toi Arto pour ta patience et pour ton travail. Merci à Léo aussi pour le travail qu'il a effectué autour de ce sujet-là. Et nous disons à une prochaine pour d'autres aventures. Ouais, à bientôt.